pense. Heureux de constater que les Meetup Bold et leurs captations vidéo sont maintenant devenus des vrais succès. Clarisse, Thomas, Éléonore, mes associés et moi-même, évidemment, nous réjouissons de cela et de ce succès. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Bold est une entreprise d'avocats qui réunit une quarantaine de personnes exceptionnelles, beaucoup d'avocats, mais également des personnes atypiques, très atypiques pour des cabinets d'avocats traditionnels. Bold a pour vision d'accompagner et d'accélérer des entrepreneurs dans leurs projets en tentant de les réconcilier avec le droit, ou plutôt avec la profession d'avocat. Pour réaliser cette vision, comme me le rappelle d'ailleurs très souvent une de ces personnes atypiques avec laquelle je partage mon desk chez Bold, cela passe par travailler autrement. Et pour travailler autrement, Bold a décidé de lancer un modèle, ou déployer un modèle innovant qui permet de réaligner ses forces vives, ses équipes, avec les intérêts des clients. En effet, Bold a décidé de placer au centre de son fonctionnement le care client, qui est le leitmotiv dans ce cabinet, et a décidé également de prendre un risque entrepreneurial avec ses clients en proposant un abonnement illimité. Voilà un peu moins de 10 ans maintenant que j'ai décidé de pivoter mon activité et d'accompagner les entrepreneurs et les start-upers dans leur levée de fonds. Et honnêtement, le chemin parcouru est assez extraordinaire. Bold aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de levées de fonds par an, dont plus d'une trentaine en série A et au-delà. C'est un vrai succès, et au-delà de l'intérêt intellectuel et économique, évidemment, de ces opérations, les mener nous a permis d'entrer en relation avec des VC qui sont toujours face à nous. Et pourquoi face à nous? Parce que Bold n'accompagne que les entrepreneurs et pas la partie investisseur. En les rencontrant, en discutant avec eux, on est parvenu à nouer aussi des relations d'amitié avec les meilleurs d'entre eux. Et parmi ces meilleurs, Marc et Willy, qui ont très très rapidement été intéressés par le modèle Bold et qui très régulièrement viennent nous challenger. Et objectivement, c'est une véritable chance pour nous, ce challenge. Alors, juste pour vous présenter nos invités et l'âme qui va animer le meet-up, Marc, qui est le cofondateur de Kerala. Kerala, qui est un fonds, un VC, qui est focusé sur le soutien opérationnel et stratégique des entrepreneurs qui l'accompagnent. Kerala investit, et très objectivement, pas assez souvent à mon goût, principalement dans des entreprises françaises assez early, et toujours des grands succès. On peut citer Doctolib, Malte, peut-être parfois un petit peu plus tard que le stade du très early. On pourrait citer Austenfly, PlayPlay, pour citer les deux dernières opérations qu'on a fait du côté de Bold avec Kerala. Quant à Willy, Willy est cofondateur de Daphne. Alors Daphne, c'est un VC mutant. Un VC mutant, c'est un VC qui combine les attributs du VC et ceux de la start-up. Daphne, c'est notamment Agricool, c'est notamment Shine, c'est notamment Fretlink. Avoir Willy ou Marc dans son board pour un entrepreneur est un véritable asset, tant ces deux-là sont bienveillants, empathiques, ouverts et constructifs. Quant à Elam, qui va donc animer le meet-up, Elam est la 5e associée de Bold. Il est très logique qu'elle anime ce meet-up parce qu'elle est devenue l'une des figures de proue et une des principales animatrices du pôle Private Equity chez Bold. Et surtout, on peut le dire, la plupart des grands cabinets d'avocats parisiens rêvent de nous la débaucher, tant elle est smart et force de solution.
Et je crois que ça met la pression, effectivement. Je te cède la parole. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour ce meet-up, du coup, qui a pour thème comment négocier sa term sheet en levée série A. Donc tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'une term sheet. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est connu sous différents noms, term sheet, LOI, lettre d'intention. C'est souvent le premier document qui va vous être remis par l'investisseur, souvent l'investisseur qui a vocation à leader le tour d'investissement, et dans lequel on va récapituler, ou en tout cas synthétiser, les principaux termes et conditions de l'investissement. Donc ce premier document, il est primordial lorsque l'investisseur vous le communique. Pourquoi c'est important de bien négocier sa term sheet? Alors ce term sheet, souvent, il fait entre 2 et 15 pages. Quand il fait 2 pages, il faut commencer à s'inquiéter. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de choses. Un term sheet très court ne veut pas dire forcément un term sheet simple. Parfois, certains entrepreneurs se méprennent un peu sur, on va dire, sur la taille du term sheet en disant bah voilà, moi j'ai un term sheet qui fait 2 pages, c'est hyper simple. L'investisseur m'a dit voilà, on s'est mis d'accord sur la valo, c'est parti, on signe et on est parti pour une levée. Pas du tout. Il faut vraiment prendre le temps, perdre le temps. Alors, je ne sais pas si c'est une perte de temps, je pense plutôt que c'est un gain de temps pour plus tard. Prendre le temps de dérouler chacun des points pour s'assurer qu'on est aligné sur la vision qu'on a des termes et conditions de l'investissement. Éviter d'avoir des surprises dans un second temps. C'est vraiment primordial. C'est vraiment le premier tips qu'on peut donner, parce que ça nous est arrivé, nous, au cabinet, d'avoir des entrepreneurs qui viennent nous voir, parfois, une fois avoir signé le term sheet, et donc c'est presque trop tard, et dans lequel il n'y avait pas grand-chose. Donc on se retrouve à devoir rétro-pédaler et devoir négocier des points qui n'avaient pas été négociés au stade du term sheet. Sauf qu'à ce moment-là, le rapport de force est inversé. On n'est plus du tout dans la même position. On a signé le term sheet, on est engagé par une exclusivité pendant un certain temps avec l'investisseur, et donc on peut discuter qu'avec lui. Donc voilà, il faut vraiment être attentif à ce premier point, prendre le temps de demander, de détailler chacun des points de la term sheet pour s'assurer qu'on est tous alignés sur les modalités de l'investissement. J'aurais peut-être dû commencer par là. Qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds série A? C'est peut-être le premier série A. Alors qu'est-ce que c'est? C'est juste pour déterminer le montant de l'investissement. Souvent, c'est entre 1 million et 5 millions. D'accord? C'est comme ça qu'on définit la série A. Alors, du coup, donc la série A, souvent, c'est la levée qui intervient après un premier tour de financement qui est le seed, qu'on appelle le seed, l'amorçage, qui correspond à un investissement qu'on a fait dans un premier temps pour commencer à amorcer sa société. Pour le coup, les montants sont plutôt entre 200 000 et 800 000 euros. Donc c'est un premier tour qui peut se faire donc, parfois avec des business angels, parfois avec des fonds d'investissement en amorçage, ou alors avec tout simplement des friends and family, donc ça peut être de la love money. Et une fois qu'on a passé cette première étape, on passe à la série A, qui est du coup une levée de fonds un peu plus conséquente, qui a vocation à permettre le développement et l'accélération de la société. Une fois qu'on a cette term sheet de la levée de fonds série A, le premier point de vigilance à avoir lorsqu'on la regarde, c'est la valorisation de la société. Alors, souvent, les entrepreneurs se posent la question comment je valorise ma société? Pour les startups, c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question. Alors, je ne sais pas si Marc et Winnie vont partager mon avis là-dessus, mais nous, on dit toujours que c'est un peu au doigt mouillé. C'est un peu compliqué de valoriser une société dans laquelle on n'a pas encore beaucoup de chiffre d'affaires, la société est en perte, donc c'est un peu compliqué. Donc, finalement, la valorisation, comment on la détermine? On la détermine surtout par rapport à la part de capital qu'on va consentir en contrepartie de l'investissement. Et donc, il y a à peu près, on va dire, des market practices sur la part de capital qu'on ouvre pour un investissement entre 1 million et 5 millions. Ce qui se fait généralement, c'est entre 20 et 25% du capital social. Donc, c'est un peu l'usage. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc 20-25% à peu près pour cette levée-là. C'est hyper important de bien négocier sa valorisation parce que ça va un peu prédéterminer votre positionnement pour vos prochaines levées de fonds. Mieux vous négociez votre valo en série A, plus vous serez fort pour les prochaines levées et pour les prochaines valorisations parce que vous allez avoir des investisseurs futurs qui vont voir que vous avez bien négocié et que vous avez été attentif, en tout cas pour les fondateurs, à ne pas être en situation de surdilution, qui peut finalement vous être préjudiciable, parce qu'on peut avoir des cas de figure où, une fois qu'on a fait une série A, mais qu'on a d'une certaine manière, mal négocié sa valorisation avec une dilution trop importante, on peut se retrouver dans un cas où
au moment où on veut faire sa prochaine levée de fonds, les investisseurs mettent un peu un bloc en disant en fait, pour nous, c'est un peu compliqué de rentrer dans une société où finalement les fondateurs se sont surdilués. Notre entrée au capital va venir à nouveau diluer, et donc l'incentive des fondateurs commence à on va dire, à dépérir, ou en tout cas à se diminuer fortement. Donc c'est vraiment le premier point important, la valorisation, en ayant en tête cette part de capital globale qu'on accorde pour un investissement en série A. L'autre point d'attention très important, c'est qu'une fois qu'on a la valo, il faut se poser la question de comment on calcule cette valorisation. Même chose, on a des cas de figure où les entrepreneurs se tapent la main, je grossis le trait, se tapent la main avec les investisseurs en disant « Ok, on est bon, 15 millions de valo, c'est parti ». Alors 15 millions de valo, ok, mais alors comment on calcule le prix par action derrière? C'est un élément important. C'est pas tout à fait la même chose en fonction de... Alors il y a 3 types de calculs pour le prix par action. On a un calcul sur une base non fully diluted. Alors, une base non fully diluted, en fait, on calcule le prix par action par référence, en tout cas en tenant compte uniquement des actions existantes. Donc notre dénominateur va être uniquement les actions existantes. Deuxième mode de calcul, c'est sur une base fully diluted, incluant uniquement les options que vous avez pu émettre et attribuer préalablement à la série A. Donc là, vous voyez que votre dénominateur augmente à nouveau. Et puis le troisième cas de figure, c'est une base fully diluted, incluant les options émises et attribuées, mais également les options à émettre. C'est-à-dire que souvent, quand vous faites une levée de fonds, vous allez renégocier avec votre investisseur, avec vos investisseurs, un nouveau plan d'intéressement ayant vocation à intéresser vos futurs salariés. Donc vous voyez, vous avez 3 modes de calcul. Et donc en fonction du mode de calcul qui va être retenu, finalement, votre dilution va en dépendre. Donc vous pouvez être mis d'accord sur 15 millions de valorisation, mais si les modalités de calcul n'ont pas été définies au moment de la term sheet, vous pouvez avoir des surprises au moment où vous allez finalement avoir connaissance de la table de capitalisation ou même du pacte d'associés. Et donc ça, on se retrouve à devoir rétro-pédaler à nouveau en disant « Ah ben oui, on s'était mis d'accord sur 15 millions de valo, et par contre, moi, je n'avais pas du tout conscience du fait que vous vouliez tenir compte du plan d'intéressement à émettre. » Donc voilà, ces 3 modes de calcul. C'est le prix par action. Il n'y a que ça qui compte en fait. À la fin, j'ai de l'argent à investir, je vais avoir un nombre d'actions, et donc ce qui va être important, c'est le prix par action. Et donc effectivement, selon si mon 15 millions de valorisation est compté sur 100 000 actions, 110 000 actions, ou au contraire 90 000 actions, je n'ai pas le même prix par action. Donc je ne vais pas avoir autant d'actions à la fin, quoi. Et après, c'est un peu des différences de logique quasiment intellectuelle entre qui est la base de calcul canonique, je dirais. Bon là, c'est sans doute peut-être un autre débat, mais en tout cas pour Kerala, notre façon de voir les choses, c'est que les actions que vous avez déjà émises, on les prend en compte, parce qu'elles ont été là pour rémunérer des gens qui ont bossé, qui ont participé à la création de valeur dans la boîte, et donc c'est du capital qui existe, même si ce n'est pas vraiment des actions, que c'est encore des BSPCE. Et au contraire, les actions qui seront émises et qui seront attribuées peut-être dans un an à votre VP Marketing, on ne va pas les compter. Parce que tout simplement, en fait, elles n'ont pas en fait, contribué à la valeur de l'entreprise. Et donc elles seront émises demain et elles nous dilueront également, quoi. Et micro-précision aussi peut-être. Donc moi je suis très d'accord avec ce que tu dis au passage. Je rajouterais peut-être juste aussi les options promises pour le coup. Oui. Pas forcément émises mais promises aussi. Parce que pour le coup c'est la valeur déjà créée précédemment. Et aussi ce qu'il faut comprendre sur ces débats en termes de façon de calculer, c'est aussi, c'est moins vrai à l'amorçage mais c'est vrai au tour suivant. C'est que tout à l'heure tu as évoqué le fait d'alignement. Et moi quand je suis rentré dans cette industrie c'est un truc qui m'intriguait. Pourquoi tout le monde parlait tout le temps d'alignement? Et le principe de pourquoi les gens passent autant de temps sur ça, c'est finalement vous allez avoir des parties prenantes qui arrivent à des moments différents et qui vont avoir des droits différents. Et donc qui vont avoir des intérêts spécifiques selon les scénarios qui vont se produire. Et je pense que vous allez rentrer dedans sur certaines simulations de scénarios en fonction des valeurs de sortie et de liquide préférence. Et typiquement, la base de calcul utilisée, en fait, les gens vont avoir des intérêts différents selon si vous êtes déjà historique mais vous ne voulez pas remettre. Dans ce cas-là, typiquement, vous êtes business angel et vous avez exactement les mêmes intérêts que l'entrepreneur, c'est-à-dire avoir le prix par action le plus élevé pour diluer le plus faiblement avec un montant donné. Donc pour ça, ce que vous voulez faire, c'est augmenter le prix par action, donc diminuer la base, donc prendre plutôt le not fully diluted.
et vice-versa. Si vous voulez plutôt que le prix par action diminue, ça veut dire que vous allez étendre ce qui sera pris en compte. Si vous êtes déjà historique, mais vous allez remettre pour avoir exactement la même détention, vous êtes neutre, le prix par action, enfin, ça n'a aucun impact sur vous. Et si vous êtes un nouvel entrant, ce que vous voulez, c'est baisser le prix pour acheter le point de détention de capital le moins cher possible. Et dans ce cas, ce qui est intéressant aussi en dynamique de négociation, c'est que en plus d'avoir des super avocats qui vont vous aider, l'équipe de Bold, vous aurez aussi potentiellement des investisseurs, des shareholders qui seront aussi alignés avec vous pour certaines façons de calculer les choses, et d'autres qui seront moins alignés avec vous. Juste un mot, donc, conclusion, l'usage, c'est de calculer en fully diluted, et donc c'est l'hypothèse 2 qui était montrée, et ni l'hypothèse 1 malheureusement, ni l'hypothèse 3. L'hypothèse 3, c'était le fully diluted, BSP d'ores et déjà émis, et nouveau plan à émettre. Bon, du coup, pour reprendre sur les différents modes de calcul et vous donner un exemple concret, donc on a alors un cas de figure, donc on a une valorisation de 8 millions d'euros de la société, le nombre d'actions qui composent le capital social juste avant la levée de 100 000 et de 100 000, oui. Le nombre d'options en vigueur, c'est-à-dire le nombre d'options que vous avez pu émettre et attribuer avant la levée de fonds est de 10 000. Le montant de l'investissement, 2 millions. Et puis, vous avez vocation à émettre un nouveau plan d'intéressement pour vos futurs salariés clés. Donc, vous voyez que, en fonction du mode de calcul, vous allez avoir une prise de détention capitalistique qui va être différente de la part de l'investisseur. Donc, dans le premier cas, une base non fully diluted, alors qu'on voit maintenant beaucoup moins, en tout cas en série A, ça peut se discuter en seed, mais en série A, c'est un peu compliqué quand même de faire du non fully diluted. À ce moment-là, vous avez une part de détention qui sera à peu près de 20% du capital en non fully diluted et 16,67 en fully diluted, parce que le prix par action est de 80 €. Donc vous voyez que le prix par action est le prix, on va dire, le plus intéressant, en tout cas le plus élevé sur cette base-là. Dans le deuxième cas de figure, donc, qui est pour le coup plus usuel et qui correspond un peu à la market practice aujourd'hui, c'est de prendre en compte le fully diluted incluant les options émises et attribuées. À ce moment-là, vous voyez que votre dénominateur ici augmente parce que vous tenez compte donc les 100 000 actions qui existent dans le capital plus les 10 000 options en vigueur. Donc vous voyez que votre prix déjà commence à diminuer. Vous êtes à 72,73 € par action. Et donc en contrepartie de 2 millions d'euros, l'investisseur va prendre 21,56% du capital en non fully diluted. Et puis vous avez le troisième cas de figure, celui-ci qu'on déconseille fortement, parce que là il y a un désalignement des intérêts. Autant pour le deuxième, on arrive un petit peu à mi-chemin entre les intérêts des fondateurs et puis les intérêts des investisseurs. Pour le troisième, là c'est un peu une arnaque pour les fondateurs. Pourquoi ? Parce qu'on tient compte d'un pool d'options à émettre qui est une création de valeur future. Et donc il est normal que les investisseurs, on va dire, soient impactés en termes de dilution du fait de cette attribution future à des salariés clés. Et donc là, on passe carrément à 64 € par action. Et donc la prise de participation devient 23,81% en non fully diluted et 20% en fully diluted. Donc vous voyez bien que quand même, la prise de participation est quand même significativement différente en fonction de la base de calcul du prix par action. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant au stade du term sheet quant à cette formule de calcul pour être certain que tout le monde est d'accord sur le prix par action. Rappelez que c'est vraiment au stade du term sheet qu'il faut challenger ça. C'est-à-dire qu'une fois que c'est acté, une fois que qu'une table de capitalisation est annexée au term sheet, ça sera un calvaire, voire totalement impossible de poursuivre la négociation après. Donc voilà, la valorisation, c'était donc le premier point fondamental à discuter au stade de la term sheet. Le deuxième point fondamental également, c'est la gouvernance. Quand vous allez faire votre série A, on va mettre en place ce qu'on appelle un comité. Alors, ça a plusieurs noms, comité d'administration, comité stratégique, conseil stratégique, voilà, plein de noms comme ça, dans lequel, en fait, il va y avoir un certain nombre de membres, dont des membres représentant les investisseurs, qui vont avoir un droit de regard sur un certain nombre de décisions qui seront prises par les fondateurs ou les dirigeants. Droit de regard veut dire souvent droit de veto, c'est-à-dire vous aurez l'obligation, avant de prendre un certain nombre de décisions, de les soumettre préalablement au vote favorable des membres investisseurs. Donc ce qui est important sur la gouvernance et ce comité,
premier point, c'est d'essayer de limiter le nombre de membres du board. Vous êtes en série A, vous avez déjà eu des investisseurs auparavant, donc il va falloir faire des choix. Tout le monde ne peut pas être au board. Donc un board, on va dire classique, c'est entre 5 et 6 membres. Au-delà, ça commence à devenir compliqué. Souvent, les membres sont les membres représentant les fondateurs, un membre qui représente les investisseurs historiques, et puis parfois, on a 2 membres représentant les 2 investisseurs principaux de la série A. Alors, au-delà, donc une fois que vous êtes assuré de limiter le nombre de membres du board, il va aussi falloir vous intéresser à qui est la personne, on va dire, la plus judicieuse à mettre au board, c'est-à-dire qui sont les personnes qui vont vous apporter quelque chose au sein du board. C'est bien d'avoir un board, mais il faut qu'il serve. Sinon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc là-dessus, c'est pour ça que d'ailleurs Marc et Willy, vous pouvez peut-être dire un mot, parce que vous êtes au jour le jour dans les boards d'un certain nombre de sociétés. Et donc peut-être expliquer ce que vous apportez aux entrepreneurs en participant au comité. Nous, chez Carrala, on a eu la chance d'être au board et actifs dans des boîtes qu'on a vu grossir de 0 à plusieurs centaines d'employés et 0 à plusieurs centaines de millions de revenus. Doctolib, bien sûr, mais également des boîtes comme La Fourchette, Smartbox, Evaneos, Malte. Et donc, ce qu'on apporte en board, c'est cet éclairage à des entrepreneurs qui sont une étape ou 2 étapes avant, en leur donnant un peu de lumière sur, globalement, comment vont se passer les prochaines minutes du film. Et donc on les aide à anticiper les gros sujets de changement, globalement les sujets d'organisation RH. Comment est-ce qu'en tant que CEO tu drives ta boîte lorsqu'il y a 50, 150, 500 puis 1000 employés? Comment est-ce que tu anticipes tes fundraising? Comment est-ce que tu anticipes tes lancements de pays, quoi. Ça c'est, je dirais, peut-être 30% de ce qu'on fait en board, quoi. Alors, je ne vais pas répondre directement à cette question, je vais juste préciser quelques trucs que je trouve importants sur ces sujets. Le premier, c'est vous pouvez aussi anticiper dans les clauses de board le fait de renouveler des mandats. Et plus vous l'anticipez, plus ça facilite aussi le changement de board member, notamment parce que ce que tu disais, c'est un board member doit vous apporter quelque chose, mais ce besoin de l'entreprise, il va évoluer dans le temps, et la personne, potentiellement, sa perspective va s'affaiblir en termes de besoins corporate. Donc ça peut être intéressant de le faire. La seconde chose à préciser, c'est rarement... En général, c'est un fonds qui est représenté par une personne dans les pactes. Mais en réalité, ça va être vraiment très dépendant de la personne au board. Donc, dites-vous pas forcément vous allez voir Kerala, mais vous avez Marc de Kerala. Et donc, typiquement, ça aussi, c'est potentiellement une négociation. Moi, je suis ravi que ce soit Marc, mais peut-être que demain, ce sera quelqu'un d'autre, sachant que ça, c'est quelque chose de super dur à négocier, parce que ça peut être super vexant auprès du partenaire d'un fonds. Mais c'est néanmoins un truc à avoir en tête. Tous les partenaires apportent pas les mêmes choses. La chose suivante, c'est fondamentalement qu'est-ce qu'on attend d'un board et d'un board member, c'est aider les boîtes sur les problématiques stratégiques du moment, qui sont des problématiques de transformation, d'allocation de ressources, de gestion des crises positives ou négatives, notamment sur les sujets RH, sur les sujets financiers, sur les sujets de stratégie d'equity story. Et la seconde chose, peut-être de manière très générique, ce qu'on attend d'un board member, c'est qu'il soit, moi je trouve, c'est qu'il soit très contracyclique. Donc c'est-à-dire que quand les choses vont très bien, c'est la personne qui, au lieu de dire c'est génial, vous êtes géniaux, je vous adore, je parle de vous tout le temps, c'est dire qu'est-ce qui peut être en train de foirer, qu'est-ce qu'on est en train de pas trop regarder parce que tout va bien. Et c'est quand ça va mal, au lieu de dire putain les gars c'est la merde, quand est-ce que je vais revoir mon argent, qu'est-ce que vous foutez, comment vous restructurez quand vous changez les personnes chez vous. C'est les gens qui disent ok, comment je peux vous aider, vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, toutes les boîtes galèrent. Donc ça aussi c'est quelque chose à tester et à discuter. C'est globalement faites aussi la due deal sur les personnes qui vont représenter les fonds chez vous, auprès d'entrepreneurs et notamment auprès des entrepreneurs à qui ça s'est mal passé. Parce que c'est là où vous voyez le comportement contracyclique des board members et comment ils se comportent. Vous voyez à quel point c'est important, alors non seulement de limiter le nombre de membres, mais également de s'assurer d'avoir les bonnes personnes au sein du comité. Donc, au-delà de ça, il va aussi falloir être attentif à la liste des décisions qui vont devoir être soumises préalablement, donc au vote favorable des membres investisseurs, parce que la liste peut être très longue. Plus elle est longue, plus ça veut dire que vous allez être limité dans votre gestion quotidienne. Donc, il va falloir s'assurer que la liste correspond uniquement à des décisions importantes, stratégiques, qu'elles soient financières ou en termes liées à des opérations capitalistiques ou encore liées à des sujets de recrutement. Et donc pour ça, il va vraiment falloir être vigilant, s'assurer que la liste qui est proposée dans le term sheet est exhaustive,
Ça aussi, c'est un des pièges qu'on peut avoir parfois dans les term sheets, c'est de mettre un certain nombre de décisions seront soumises à la validation préalable du board. Et puis on se revoit au moment du pacte. Et puis au moment du pacte, donc ça y est, vous êtes bloqué, vous devez commencer à discuter. Et là, vous avez des longues discussions parce qu'on vous explique que chaque recrutement que vous allez faire à hauteur de 30 000 € doit passer par le board. Sauf qu'en fait, ça correspond finalement un peu tous vos profils, pas forcément au profil clé. Et là commence un débat qui peut prendre du temps. Et puis vous allez finir potentiellement par céder. Pourquoi ? Parce que la négociation que vous n'avez pas eue au moment du term sheet, vous l'avez aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, vous avez potentiellement moins de temps pour discuter parce que vous avez besoin d'argent, donc vous allez finir par céder. D'où un peu ce que je disais au départ, le rapport de force est inversé une fois que le term sheet est signé et que vous êtes vraiment dans la phase de mise en musique de l'investissement. Donc là-dessus, il faut vraiment être vigilant et s'assurer que toutes les décisions sont bien listées et puis s'assurer également que les seuils qui sont proposés, notamment en termes de recrutement, correspondent en tout cas à des profils clés que vous allez recruter. Ce n'est pas le tout courant que vous avez pour ne pas vous bloquer. Vous avez également parfois des décisions d'emprunt. Vous pouvez décider d'aller emprunter. Tout ça, il faut s'assurer qu'il y ait des seuils, que ce ne soit pas n'importe quel emprunt. Si vous avez besoin d'aller emprunter 10 000 € à la banque parce que vous ne l'aviez pas anticipé et que c'est hyper important, ou bien un prêt BPI ou que sais-je encore, vous n'avez pas à chaque fois besoin de réunir votre board pour demander la validation. Donc voilà un des points importants. Et puis, le dernier point aussi qui est essentiel, c'est limiter le nombre de titulaires de droit de veto. Tout le monde un petit peu se bat pour avoir son veto, c'est-à-dire avoir un droit de regard. S'il dit non pour la décision, ça ne passe pas. Plus vous allez avoir de membres investisseurs ayant ce droit de veto, plus potentiellement vous pouvez vous retrouver dans des situations de blocage. Il peut arriver des moments où vous n'êtes pas d'accord avec un de vos investisseurs qui décide finalement de bloquer, et puis un autre qui est d'accord. Sauf qu'un seul qui est d'accord ne suffit pas quand vous avez les 2 membres qui sont titulaires du droit de veto. Donc nous, souvent, ce qu'on conseille, c'est que le droit de veto appartienne à un des membres représentant les investisseurs, de manière à ne pas être en situation de blocage. J'imagine que c'est ce que vous voyez, vous, généralement, aussi. En tout cas, ce que vous... On fonctionne pas mal avec des majorités au sein du pool investisseur, de manière à ce qu'effectivement, c'est pas un investisseur qui peut bloquer le truc, quoi. Ouais, en fait pas. S'il y a 2-3 investisseurs, il suffit que VC, je parle, ouais. Il suffit que la majorité des actions détenues par ces membres-là vote A pour que ce soit A. Et donc c'est pas grave s'il y a un investisseur qui vote B, il n'y a pas de blocage de cette personne-là, quoi. Ça apporte de l'agilité effectivement à la gouvernance, quoi. C'est l'enjeu absolu en fait de la gouvernance. Les boards sont destinés à obtenir les conseils, la vision et l'assistance des investisseurs, sont aussi destinés à avoir tranché des décisions très stratégiques, mais les entrepreneurs ont besoin d'agilité. Donc, heureusement, les VC commencent à, ou plutôt, un grand nombre de VC ont parfaitement saisi la chose, mais on n'est pas là pour justifier notre gestion quand on est entrepreneur. On est là pour faire tourner une boîte. On a besoin d'agilité. Et donc, ce que dit Elam était vraiment essentiel, limiter les possibilités ou le nombre ou la liste ou l'identité ou des décisions qui peuvent être soumises à veto, et à un cadre extrêmement strict. Le reste, le board est là pour bosser, pour avancer, pour faire monter la société, pas juste prendre des décisions lambda ou peu essentielles. C'est un vrai enjeu. 2-3 mini-remarques. La première, c'est, je pense qu'il y a une loi universelle, il y a 3 types d'investisseurs. Il y a ceux qu'il faut fuir comme la peste, c'est les mecs qui veulent prendre le pouvoir de votre boîte. Et dès que ça va mal, ils commencent à vous faire plein de reporting, ils commencent à vouloir prendre des décisions pour vous. Et vous sentez que dans les discussions, ils sentent que c'est un peu eux, c'est un peu leur boîte s'ils rentrent. Et vous sentez que vous commencez limite pour eux, vous êtes un peu leur salarié un peu déguisé, mais c'est un peu leur boîte quand ils rentrent. Et donc ça, c'est vraiment le red flag absolu. Prenez-les vraiment que si vous pouvez. Négocier super bien les pactes, enfin, c'est l'enfer. Et honnêtement, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est un truc vraiment à avoir en tête. C'est est-ce que le mec commence à vouloir me parler comme si c'était sa boîte. Le second, c'est les très bons. Et par exemple, Kerala, c'est ils vont s'impliquer dans la boîte, mais en vous offrant du service. C'est pas leur boîte, mais c'est comment on peut être utile et vraiment s'impliquer, sachant que c'est vous les maîtres de votre boîte et c'est vous qui avez les décisions finales.
Ça, c'est les meilleurs. Et après, il y a le troisième, qui est un grand pool, qui est ceux qui n'ont pas être trop actifs et qui n'ont pas faire grand-chose. Et franchement, ça, c'est pas mal, surtout si vous en avez un qui va être actif. Mais honnêtement, déjà, ce troisième pool, ça fait déjà partie des plutôt bien. Et ça, c'était le moment balance, parce qu'il fallait quand même que je balance un peu. Et après, sur les décisions importantes, je pense que vous, votre taf, en tant qu'entrepreneur, vous avez des super conseils qui vont vous aider à négocier toute la technicité et la rédaction des trucs. Vu ce que vous devez comprendre, c'est vraiment les rationnels. Et typiquement, tout à l'heure, on disait, un rationnel, c'est dire, c'est normal qu'on soit tous égaux sur la valeur créée par le passé, mais surtout ce qui est dans le futur, on partage le risque avec les investisseurs. Donc c'est normal que les options qui sont pour demain, on partage le coût entre nous. Ça, c'est le rationnel, ça, vous devez le comprendre. Après, comment c'est rédigé, bah, c'est eux qui vous aident. Et c'est pareil, le rationnel, pour moi, qui est super fort sur les décisions stratégiques, c'est votre boîte, c'est vous qui la gérez. Et à partir de, si ça, c'est votre pôle Nord, il y a plein de trucs qui vont changer. Typiquement, c'est pas genre, vous serez validé sur un recrutement, c'est vous validez un budget, qui est une décision stratégique de gestion, et une fois que c'est validé par le VC, après vous êtes libre de l'implémenter vous, parce que c'est vous qui gérez la boîte. Par contre, stratégiquement, sur comment vous prenez une décision, ça c'est un board, et ça c'est des décisions fiduciaires. Donc ça c'est des décisions partagées entre tous. Et je trouve que ça, c'est vraiment la grosse différence. Donc voilà, donc vous comprenez que la gouvernance, c'est le deuxième point. J'ai même envie de dire c'est le premier point avant même la valorisation, parce que c'est ce qui va correspondre à votre gestion quotidienne, et c'est hyper important d'avoir veillé en amont à faire en sorte qu'on ne soit pas dépossédé de sa société et de garder la possibilité de prendre ses décisions comme un grand, comme une grande. Donc, une fois que la gouvernance est traitée, que vous avez pris le soin de tout bien détailler dans le term sheet, vient la question de la liquidité des investisseurs. Donc, ils vont essayer de s'assurer que leurs droits financiers soient garantis s'ils rentrent au capital. Cette liquidation, ce qu'on appelle la liquidation préférentielle, on peut y échapper au stade du seed, en amorçage. Ça arrive parfois de ne pas avoir de liquidation préférentielle. En revanche, en série A, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais bon, en tout cas, on n'y échappe pas. Qu'est-ce que c'est que la liquidation préférentielle ? En fait, c'est un mécanisme qui va permettre aux investisseurs de récupérer à minima le montant de leur investissement dans l'hypothèse où vous viendriez à revendre la société. Donc il y a 3 types de mécaniques de liquidation préférentielle. Il y a ce qu'on appelle la liquidation préférentielle, ce que nous on appelle purement non-participating, parce que vous allez voir que là aussi il y a parfois un jeu dans le vocabulaire qu'on peut trouver dans les term sheets. Il y a une liquidation préférentielle non-participating qu'on dit double dip. Et donc sur ces deux-là, je vais juste prendre un petit peu de temps, parce que là, nous, on prend le soin de les détailler, mais dans vos term sheets, souvent, vous avez liquidation préférentielle fois 1 non-participating. Et donc, ça nous est arrivé au départ de se dire, OK, bon, bah, c'est la liquidation préférentielle classique, pas de problème. Et puis, on découvre au moment du pacte qu'en fait, ce n'est pas la purement non-participating, mais c'est celle avec un double dip. Qu'est-ce que c'est ? Non-participating pure, ça veut dire que vous garantissez à vos investisseurs de récupérer uniquement le montant de leur investissement dans l'hypothèse où vous viendriez à faire une vente de la société à un prix par action inférieur au prix auquel ils sont entrés. Donc on va dire que vous limitez les dégâts en récupérant le montant de leur investissement. Une fois que vous les avez intéressés, le solde du prix restant se répartit entre les autres associés au prorata à l'exclusion des investisseurs qui, eux, ont déjà été désintéressés. C'est ça l'objectif. Le deuxième cas, la non-participating double dip, c'est là où il y a un piège, c'est qu'en fait vous allez désintéresser, elle est dite non-participating, mais nous on considère qu'elle l'est quand même d'une certaine manière, parce que vous allez désintéresser les investisseurs à hauteur de leur investissement, et puis le solde restant du prix va être réparti entre tous les autres associés, y compris les investisseurs au prorata de la détention. Et donc là on voit que finalement ils touchent à 2 niveaux, alors que on va dire que l'objectif initial de la liquidation préférentielle était uniquement de garantir qu'il n'y ait pas de perte. Et puis le troisième cas de figure, et celle-ci on l'exclut de fait immédiatement, c'est la liquidation préférentielle participating, où là carrément l'investisseur vous demande, dans cette hypothèse-là, donc d'une revente à un prix par action inférieur au prix auquel ils sont entrés, à ce moment-là, il demande de récupérer un multiple de son investissement avant que le reste soit réparti entre les associés. Donc ça peut être du x1,5, x2. Voilà. Après ça, honnêtement, dans les séries A, on ne le voit pas, très peu. On l'a peut-être vu une fois,
avec un fonds qu'on ne va pas citer. Non, on ne va pas le faire. Vu que c'est enregistré, on va peut-être éviter. Donc voilà, vous avez ces 3 types de liquidation préférentielle. Et donc au stade du term sheet, vous devez vous assurer d'avoir le détail du mode de calcul de cette liquidation préférentielle. Là aussi, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Et ne pas se contenter du liquidation préférentielle usuelle fois 1 non-participating. D'accord ? Alors, donc ce que je vous disais, nous, c'est que celle qu'on conseille, en tout cas celle qu'on considère comme étant market practice, c'est la purement non-participating. C'est-à-dire que vous garantissez à vos investisseurs uniquement le fait de récupérer le montant de leur investissement, pas plus. Juste pour comprendre le rationnel, tu l'as un peu dit, hein, de la préf, c'est mettez-vous... En fait, la psychologie du VC est vachement drivée et vachement dirigée par les intérêts de ceux qui lui donnent de l'argent. Et donc, quand vous négociez avec des VC, notamment sur les liquides préf, dites-vous, si j'avais donné un chèque à un VC, moi, qu'est-ce que ça impliquerait pour moi en tant qu'investisseur chez ce fonds? Typiquement, le rationnel de la liquide préf, c'est de dire, bah, si j'ai donné 10 euros, en fait, tant que mes 10 euros ne sont pas remboursés, je gagne 0 moi en tant qu'épargnant. Donc c'est pour ça qu'il cale tout le temps à minima un fois 1 non-participating, qui était un grand débat avec pas mal de gens. Donc du coup, par contre, ce qu'on essaie de négocier pour les fondateurs, notamment, pour qu'il y ait quand même une incentive, parce que vous pouvez quand même vous retrouver dans une situation où vous revendez, mais à un prix par action donc inférieur au prix auquel sont entrés les investisseurs, et que vous vous rendez compte qu'une fois que vous avez désintéressé les investisseurs, bah, il ne reste pas grand-chose. En tout cas, et donc, si vous reste 10 000 euros à vous partager, je pense que vous n'allez pas vendre la boîte. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un peu un alignement des intérêts. C'est pour ça qu'on le voit de plus en plus et que les investisseurs acceptent aujourd'hui qu'on mette ça en place. C'est ce qu'on appelle le carve-out. C'est quoi le carve-out? En fait, c'est un espèce de tunnel. C'est-à-dire qu'on réserve un pourcentage du prix de cession, ce qui peut être, alors ce qui se fait généralement, c'est entre 10 et 20% à peu près. Donc entre 10 et 20% du prix total de cession qui va être retiré et réparti entre tout le monde au prorata de la détention, sans distinction. Ça vous permet de vous assurer que vous allez quand même avoir une petite part du gâteau. Une fois que ce tunnel donc, est réparti entre tout le monde, le solde, donc on désintéresse les investisseurs, et s'il reste quelque chose à nouveau, c'est entre tout le monde au prorata de la détention. Donc ce point-là, c'est important de le négocier parce que c'est vraiment une incentive pour les fondateurs. Il faut l'expliquer à certains VC qui parfois n'ont pas forcément conscience du fait qu'avoir un carve-out, ce n'est pas uniquement dans l'intérêt des fondateurs, mais c'est également pour un intérêt commun. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui va amener les fondateurs à accepter de revendre la société. Sinon, le cas de figure qu'on peut avoir, et c'est un cas qu'on a vécu d'une certaine manière, c'est de se dire, bah, en fait, j'ai une offre, mais quand je regarde la liquide préf, je me rends compte que je récupère rien. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mourir la boîte petit à petit, je vais continuer à me payer, et donc là, in fine, tout le monde est perdant. L'investisseur est perdant, les fondateurs, bon, bah, je ne sais pas s'ils sont perdants, mais en tout cas, ils ont minimisé le risque parce qu'ils se sont à minima payés jusqu'à la fin de vie de la société. Donc là aussi, c'est un point qui est important à discuter. Il y a un truc qu'on fait de plus en plus, nous, chez Carrera, c'est qu'on prône des liquides préf homogènes. En fait, au fur et à mesure que les boîtes lèvent de plus en plus, donc ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a 4-5 VC au capital qui sont arrivés à des stades de maturité de la boîte différents, et donc qui ont payé légitimement des prix par action différents. Et donc, en tant que fondateur, vous pouvez arriver à un moment donné où il y a des couches de liquide préf qui sont sur votre boîte, qui n'ont pas toutes le même prix. Et donc, il y a des prix de cession pour lesquels certains VC sont contents, d'autres pas contents. Et donc, ça peut... et c'est souvent des prix de cession qui ne sont pas favorables, hein, bien sûr, parce qu'ils sont souvent inférieurs, du coup, au prix par action du dernier tour. Mais donc, on parle, a fortiori, dès qu'on parle de ce sujet-là, de toute façon, c'est souvent pas des cas très favorables. Mais globalement, ce que nous, on veut éviter, c'est une vente complexe qui intervient à un prix par action pour lequel tout le monde n'est pas content. Et du coup, ça crée des frictions, il y a des désalignements d'intérêts, et donc ça crée une gouvernance très complexe. Donc ce qu'on prône, plutôt que des liquidations par couche, qui font que c'est le VC dernière entrée qui prend son argent, puis ensuite par cascade, s'il reste de l'argent, c'est le deuxième, et ainsi de suite. On prône plutôt que tout le monde récupère de l'argent à hauteur de l'argent qu'il a investi dans la société, de manière à ce que tout le monde perde ou récupère positivement autant d'argent que son voisin de droite, quoi. Tu
exclus carve-out ou tu autorises le carve-out dans ce cas-là? Le carve-out, c'est obligatoire. Sinon, effectivement, à aucun moment, le fondateur va s'arracher pour vendre la boîte. Donc ça, c'est sûr. Nous, on met entre 10 et 15% souvent. Et c'est en dessous de 10, ça n'a pas de sens. Au-dessus de 15, c'est très bien négocié de la part du fondateur. Alors, ce qui est marrant, c'est que rationnellement, c'est vachement bien, parce que ça évite les effets de seuil, ce que tu décris. C'est aussi représentatif d'un investisseur early stage, parce que c'est vachement dans l'intérêt des investisseurs early stage de mettre ça en place. Si vous êtes vachement aligné avec les entrepreneurs et vous avez plutôt intérêt même s'il y a un prix bas, que ce soit pas juste les investisseurs late stage, les derniers arrivés qui se refont juste et vous ne voyez pas la couleur de votre argent. Donc on est aussi un biais de perspective. Hein. Et juste un des débats là-dessus, c'est j'imagine que certains d'entre vous ont entendu parler de la préférence du Galion. Donc le Galion, c'est un club d'entrepreneurs qui ont mis en place une recommandation, une term sheet un peu standard, à partir de la série A, en seed est peut-être un peu excessif, mais qui met en place un mécanisme de carve-out. Alors après, c'est un tout petit peu technique, parce qu'en fait, il n'y a pas de catch-up après le... Donc en fait, on est quasiment sur un double dip en fin, parce que vous avez le carve-out où tout le monde se paye. Ensuite, vous avez le fait qu'il y a un catch-up par les fonds qui se remboursent le capital investi moins ce qu'ils ont déjà touché en carve-out. Et ensuite, c'est pro rata. Donc en fait, si vous comparez une x1 et une Galion, en fait, si vous avez une sortie au milieu, un peu dans la moyenne, si vous regardez les valos, la Galion est plutôt avantageuse pour les shareholders, pour les VC. Et si vous faites une valo, c'est plutôt en faveur des entrepreneurs. Par contre, si vous avez un truc très bas, c'est plus en faveur des entrepreneurs parce que vous touchez quelque chose quoi qu'il, alors qu'une fois un classique, vous ne toucherez rien. Et donc, mais juste pour rebondir sur le côté homogénéisation, ce qui est très compliqué avec la Galion, c'est que mathématiquement, si vous faites la cascade, c'est le plus beau truc du monde. Et notamment parce que à chaque fois que vous relevez vous faites une levée, vous pouvez augmenter le carve-out. Donc vous pouvez par exemple commencer à 10, 15 ou à 20. Vous pouvez augmenter à 25, 33, 40, 50. Parce qu'en réalité, alors là, vous pourrez faire les calculs, mais en gros, la préférence s'annule si vous faites 1 fois sur X. Donc typiquement, si vous avez 33% carve-out, si vous faites x3, il n'y a plus de préf. Parce que tout le monde aura touché toute sa cote-part en ayant le truc. En ayant x3, parce que x3 divisé par, enfin, 33% x3 égale 1, donc vous êtes bon. Mais le gros problème, c'est que les anglo-saxons n'aiment pas cette préf parce qu'ils ne la comprennent pas, parce que ce n'est pas market practice. Donc quand vous le levez avec des anglo-saxons, ben, eux, ils ne la comprennent pas. Et donc, quand vous avez des prefs, je répète juste, le problème de cette préf, c'est qu'elle n'est pas du tout market practice chez les anglo-saxons, le fait d'avoir un gros carve-out comme la Galion. Donc ils la comprennent peu, et donc ils disent qu'est-ce que vous avez foutu, on va remettre une fois X. Et là, pour le coup, la modélisation de la cascade en sortie, quand vous avez des prefs qui ne se ressemblent pas, alors l'avantage, c'est que ce n'est pas vous qui la ferez, c'est des VC, des banquiers ou des avocats, mais c'est compliqué à faire. Tu crois vraiment des avocats? Donc voilà, l'idée, c'est surtout plutôt que de rentrer dans le détail des calculs qui est un peu complexe et que auquel vous n'allez pas tellement échapper au moment où vous allez avoir vraiment votre term sheet, c'est surtout d'attirer votre attention sur la possibilité de négocier ce point-là et surtout les éléments que vous pouvez mettre en avant pour l'obtenir. C'est-à-dire qu'encore une fois, les intérêts sont alignés. Tu vois, Marc, tu disais, chez nous, c'est obligatoire parce que vous avez, on va dire, cet intérêt de l'alignement. D'autres VC n'ont pas du tout cette perspective-là. Et donc, il faut un peu pousser en leur expliquant pour l'obtenir. Ils vont parfois vous expliquer que la x1 non-participating double dip est tout à fait classique et que c'est ce qui se fait et qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous négociez ce point-là. Donc il va falloir quand même essayer de ne pas se contenter, j'allais dire, de cet argumentaire-là et essayer de prêcher un peu pour votre paroisse. Donc voilà sur la liquidité préférentielle. Il y a un autre moyen qui est mis en œuvre par les investisseurs pour garantir leurs droits financiers, c'est à travers la clause qu'on appelle de drague longue, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui s'appelle aussi clause en français droit d'entraînement ou sortie forcée. C'est l'hypothèse où vous allez recevoir une offre d'achat qui porte sur 95% ou 100% des titres. Donc cette offre, dès lors qu'elle est acceptée par un certain nombre d'associés représentant un certain pourcentage du capital social, vous allez pouvoir forcer tous les autres associés à céder à l'acquéreur dans les mêmes termes et conditions. Ça permet de garantir, on va dire, de se protéger contre
des situations de blocage par des minoritaires qui tout simplement décideraient de ne pas céder parce qu'ils avaient des velléités un peu hautes, à savoir de faire du x5 ou du x6, alors que l'offre qui vous est faite vous leur permet uniquement de faire x2,5, un multiple de 2,5 fois le montant de leur investissement. Donc c'est assez classique que dans cette clause de drague, la part de capital qui doit accepter l'offre, donc c'est souvent la majorité du capital, incluant on va dire la majorité souvent des investisseurs de la série A. Parce qu'ils ont un droit de regard, s'assurer que leurs droits financiers sont garantis. Parce que si vous acceptez une offre qui ne leur permet même pas de récupérer le montant de leur investissement, ils vont potentiellement bloquer. Donc ça, c'est un peu le principe. En revanche, il faut aussi essayer d'éviter les effets pervers de cette clause. Comment ? Parce que parfois, elle peut être, on va dire, neutralisée, notamment quand on fait une série A avec un corporate venture. Qu'est-ce que c'est qu'un corporate venture ? C'est juste un fonds d'investissement, d'une certaine manière, adossé sur des grands groupes industriels qui peuvent considérer votre société comme étant un actif intéressant. Et donc là, autant avec des VC, on n'est pas trop inquiété d'avoir leur droit de regard, parce que l'idée, c'est qu'ils veulent que votre valo aille au plus loin. À l'inverse, un corporate venture, vous pouvez vous retrouver dans des situations, et pour le coup, c'est pas théorique, parce qu'on l'a déjà vécu et c'est assez malheureux, ils se retrouvent dans une situation où ils vous bloquent la cession de la société parce que la valorisation est trop haute. Et donc, potentiellement, eux voudraient racheter, et s'ils vous laissent se vendre à ce prix-là, eux ne pourraient pas racheter. Donc, ils vous mettent dans une situation un peu de perfusion, où ils refusent les offres les unes après les autres. Vous n'avez pas d'autre choix que de vendre à celui qui vous propose finalement ce corporate venture, mais c'est un peu parfois un prix à la casse. Donc pour pouvoir contrecarrer, on va dire, cet effet pervers de la clause de drague longue, ce qu'on propose nous souvent, c'est de prévoir que dès lors que l'offre d'achat qui est faite permet à l'investisseur de faire un multiple, alors généralement on prévoit un x3, voilà, un multiple de x3, c'est ce qui se fait généralement. À ce moment-là, il suffit qu'uniquement la majorité du capital accepte l'offre pour forcer les autres à céder. Majorité du capital, souvent, c'est les fondateurs, peut-être avec quelques friends and family. Et à ce moment-là, les droits financiers sont garantis. Et ça permet également aux fondateurs, finalement, de faire un peu leur marché au niveau des offres qu'ils peuvent avoir. Vous pouvez très bien avoir 2 offres d'achat qui vous sont présentées. Une qui est mieux disante, peut être à, je sais pas, 20 millions d'euros, une autre un peu moins, 15 millions. Les deux assurent la liquidité projetée par les investisseurs, le x3. En revanche, les conditions derrière qui sont proposées aux fondateurs, qui finalement vont continuer dans la société à accompagner l'acquéreur, sont plus intéressantes dans l'offre qui est à 15 millions plutôt que celle à 20 millions. Donc ça permet, en ayant prévu cette exception-là, de vous laisser le choix et de choisir finalement, tout en garantissant encore une fois les droits financiers des investisseurs, de choisir celle à 15 millions plutôt que 20 millions. Et pas se retrouver dans des situations là aussi qu'on a vécues malheureusement, où l'investisseur en fait explique que non, il veut celle à 20 millions parce que c'est ce qui lui permet de faire x5. Et même si derrière l'acquéreur a vocation à complètement bousiller la société, ou en tout cas ne partage pas du tout les mêmes valeurs que les fondateurs, etc., lui à la limite il s'en contrefiche. Et donc on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Donc d'où l'intérêt d'essayer d'anticiper ces points-là. C'est une chose de garantir les droits financiers des investisseurs, c'en est une autre de leur donner un peu les pleins pouvoirs sur à qui on vend et comment on vend. Donc c'est pour ça que c'est important dans cette clause-là de prévoir un principe et une exception. Juste un point sur cet aspect. Rappelez-vous quand même, vous êtes entrepreneur, que lorsque vous allez vendre la société, une offre intervient et vous décidez de vendre, l'aventure ne se termine pas pour vous. C'est-à-dire vous ne prenez pas l'argent dans la poche et vous en allez faire autre chose. À 99, ou plutôt 99% du temps, vous allez être loqué et travailler pour le nouvel acquéreur et poursuivre votre aventure. Donc les conditions que vous allez devoir négocier portent également sur les modalités du travail dans ce nouveau cadre, vos contrats de travail, votre gouvernance potentielle, etc., etc., etc. Et ce sont des enjeux qui sont très importants pour les entrepreneurs et bien évidemment beaucoup moins pour les VC si les VC sortent au moment de la revente. D'où l'importance de souligner qu'en libérant le drag avec cette histoire de multiple, dès lors que le multiple est respecté, ou en tous les cas est donné aux
où la condition de multiple est remplie, ça vous permet d'avoir une vision, une appréciation des offres qui vous seront faites beaucoup plus auto-centrées ou beaucoup plus centrées sur vos intérêts personnels. Donc du coup, alors maintenant qu'on a vu la liquidité des investisseurs, il faut aussi qu'on s'intéresse un petit peu à la liquidité des fondateurs. Souvent, quand vous allez avoir votre term sheet, vous allez avoir ce qu'on appelle une clause de lock-up, c'est-à-dire une interdiction pour les fondateurs de céder leurs titres pendant un certain délai, parce que les investisseurs investissent dans votre société, mais parce que vous y êtes. Donc il va s'assurer qu'il ne va pas y avoir un désintéressement, ou en tout cas une désimplication, et ça passe par cette interdiction de céder. Alors de deux choses une, soit dans le cadre de la série A, vous avez fait un peu de cash out. Donc cash out, c'est-à-dire que vous avez cédé une partie de vos actions qui vous a permis de déjà bénéficier d'une liquidité. Soit vous ne l'avez pas forcément fait, et à ce moment-là, il va falloir s'assurer que dans la clause de lock-up, vous avez ce qu'on appelle une respiration. C'est-à-dire que l'interdiction ne soit pas totale, que vous ayez la possibilité sur une certaine portion de vos titres de pouvoir les céder. Généralement, ce qui se fait, c'est entre 5 et 15% de vos titres qui peuvent être cédés. Ça vous permet, si demain vous avez un besoin de trésorerie, que vous ne soyez pas bloqué, que vous puissiez céder ces actions-là, et donc pour avoir un peu de liquidité. Donc c'est important, c'est usuel d'avoir cette clause de respiration, mais il arrive encore parfois aujourd'hui de recevoir des term sheets où cette respiration-là n'est pas prévue. Donc il faut être vigilant là-dessus et donc demander à la négocier. Il y a un principe général aussi qu'il faut avoir en tête, c'est en général, une clause négociée à un tour sera reproduite dans les pactes le tour d'après. Et c'est beaucoup plus simple de négocier certaines clauses tôt que tard. Typiquement, de la respiration, c'est-à-dire la capacité notamment en général à peu près de revendre 10% de ses parts un peu quand vous voulez. C'est assez simple de le mettre en seed. Quand vous arrivez à des valos monstrueuses, si vous n'avez pas de clause de respiration, ça devient très compliqué à le mettre en place s'il n'y a pas beaucoup de compétition sur le deal. Ouais, c'est un très bon point. Nous, quand on rentre en seed ou en pré-seed, on fait volontairement parfois des clauses très lâches. Par exemple, le drag along, il est déclenché chez nous à 60% du capital qui dit oui, quoi. Ce qui est un peu, ce qui est assez bas, quoi. Et on le sait, mais on sait très bien qu'en fait, c'est pas notre pacte qui sera là encore à la IPO et qu'il y aura un nouvel investisseur qui va arriver et pour qui ce sujet-là sera un sujet. Et donc, ça fait autant de choses qu'on peut mettre dans la balance pour négocier d'autres choses, quoi. Donc, en fait, on prémine un peu le terrain avec plein de petits sujets qui sont comme ça, singulièrement pas très dangereux, mais au total qui sont autant de leviers qu'on peut avoir pour négocier d'autres choses, quoi. Ça fait partie des petits tweaks des investisseurs en amorçage. Mais ce point est vraiment capital. Nous, on pousse beaucoup les entrepreneurs à véritablement négocier et passer du temps, et là, vous l'a dit, à négocier les term sheets et à veiller à ce que toutes les clauses, tout ce que l'on peut obtenir soit obtenu en seed en général. À la série A, ça commence à devenir presque tard, de sorte de pouvoir au moins s'abriter derrière celle-ci lors de la négociation au tour en A, au tour en B, éventuellement. Ce que vous délaissez en seed, ce que vous délaissez dans les premiers tours, en fait, seront des brèches béantes dans lesquelles vous perdrez les négociations, ou en tous les cas, les négociations seront rendues beaucoup plus complexes par la suite. Et cet argument est un argument judo parce que vous pouvez aussi l'utiliser pour négocier les choses avec votre investisseur en disant, puisqu'en général, ce qu'on négocie sera repris et remis en place au tour suivant, vous serez plus aligné avec moi qu'avec eux. Donc, si vous avez des trucs très durs maintenant, demain, les investisseurs futurs ont des trucs très durs contre nous deux. Et donc, si vous mettez des trucs sympas aujourd'hui, demain, les futurs ont des trucs sympas contre nous deux. Donc, en fait, en anticipation, vous avez plutôt intérêt à être sympa avec moi. C'est un très bon moyen de sélectionner les VC en réalité, ce que tu viens de dire, parce que ceux qui vont exiger ou nous imposer des choses, des lucides extrêmement compliquées, et honnêtement, certains VC continuent à vouloir absolument nous imposer aux entrepreneurs des clauses qui sont peu market practice. Je pense que c'est un très bon moyen de sélection. Bon, c'était des précisions qui étaient hyper importantes, effectivement. Vraiment, ce que vous avez négocié dans votre term sheet, ça va créer un précédent pour vos prochaines levées de fonds. D'où l'importance de prendre le temps de négocier. Donc, maintenant qu'on a vu la liquidité, il y a un autre point important à discuter au stade du term sheet, c'est les clauses de lever. Donc, deux types de clauses, bad lever, good lever. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas. Ce sont des clauses qui viennent... alors pour le bad lever, sanctionner un départ fautif des fondateurs.
en cas de violation d'une obligation au titre du pacte d'associés, ou encore de démission, de faute grave ou faute lourde, vous vous engagez à céder l'intégralité de vos titres donc, aux autres associés. Alors sur cette clause de bad liver, je vais commencer par celle-ci, parce que finalement c'est celle qui nous intéresse le plus. Alors nous, on a une position qui a un petit peu évolué. Alors au départ, on poussait énormément les entrepreneurs à se battre pour défendre leurs intérêts dans cette clause et pour avoir une clause la plus avantageuse possible. Il s'est avéré que ça s'est un peu retourné contre nous d'une certaine manière. C'est que finalement, avoir une clause de bad liver souple finit par devenir incitative. On a eu des cas où des fondateurs peu loyaux, je ne sais pas si je peux dire ça, peu loyal, ouais, peu loyaux exactement, qui ont finalement, en regardant le pacte d'associés, en tout cas qui nous ont poussé à bien négocier la clause de bad liver en disant non mais nous on est hyper engagés, etc. Voilà, on ne va pas quitter la société, on ne va pas mettre de cliff. Alors un cliff, c'est-à-dire que vous avez pendant 1 an suivant la date de l'opération, si vous quittez la société et que vous commettez une violation ou une faute grave ou lourde, l'intégralité de vos titres est cédée à la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur à laquelle vous avez vous-même souscrit aux actions. Donc il y a un vrai effet sanctionnant là-dedans. Donc ils nous avaient un peu poussé à ne pas mettre ce cliff-là parce qu'ils étaient déjà dans la boîte depuis 2 ans et que puis ça ne justifiait pas, etc. Alors l'argument s'entendait, sauf que ce fondateur a attendu, donc c'était quoi, 1 mois 1 mois, 2 mois. 2 mois après la levée de fonds pour poser sa démission, parce qu'en faisant le calcul, il s'est rendu compte qu'il récupérait 500 000 euros. Parce que la valorisation qui a été retenue était une valorisation haute. Et donc souvent, c'est une valorisation qui ne correspond bien évidemment pas à la valorisation réelle de la société, mais plutôt à une projection de développement futur de la société. Et donc là, on se retrouve un petit peu coincé à se dire, bon, bah, en fait, il ne faut pas du tout se mettre à la place du fondateur partant, pour qui ça va être incitatif, mais il faut se mettre à la place du fondateur restant. Parce que celui qui reste n'a pas les moyens de racheter 500 000 euros les actions de son cofondateur. Et donc, qui est-ce qui peut racheter ? Les investisseurs. Sauf que ça ne nous arrange pas que ce soit les investisseurs qui rachètent. Parce que s'ils rachètent, ils se reluent. Et puis, potentiellement, la force des fondateurs se diminue d'autant. Donc, cette clause de bad liver, il ne faut pas, à la limite, quand elle est un petit peu dure, il ne faut pas tellement en être effrayé. Au contraire, je pense que voilà, si vous avez vocation à rester dans la société, a priori, ça ne devrait pas poser de problème d'avoir une clause de liver un petit peu dure, ou en tout cas qu'elle ne soit pas incitative à la démission ou bien au départ. Et donc prévoir ce cliff de 1 an, c'est-à-dire que si vous partez de la société 1 an suivant la levée de fonds, c'est l'intégralité à la valeur nominale. Et au-delà des 1 an, alors après, il faut surtout, autre élément important, il faut quand même limiter les clauses de liver, c'est pas être vitam aeternam. Généralement, ce qui se fait, c'est entre 3 et 5 ans. On est plutôt en ce moment sur 5 ans, souvent sur des clauses de 60 mois. Bon, après, ça peut essayer de se négocier à 4 ans. Voilà, ça se fait. Et donc, au-delà des 1 an, prévoir que, en fonction de la date de départ, ce sera la valeur de marché, mais fortement décotée. Souvent, nous, c'est ce qu'on conseille, d'avoir une décote dégressive. C'est-à-dire que, par exemple, entre la première et la deuxième année, en cas de départ, c'est la valeur de marché décotée de 80%. Alors, je ne sais pas si, effectivement, je suis passée un peu valeur nominale, valeur de marché, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Alors, la valeur nominale, ça correspond à la valeur initiale des actions au moment de la constitution de la société. Cette valeur nominale ne change jamais. La valeur de marché correspond en fait au nouveau prix par action qui a été retenu lors du tour de financement. Donc souvent, il y a un gap, la valeur nominale est entre... Alors ça dépend des sociétés. Nous, on préconise souvent qu'elle soit à 1 centime. Ça permet d'avoir de la liquidité. Donc valeur nominale 1 centime. Et puis votre prix par action lors de la levée peut être par exemple de 20 euros. Donc si vous partez la première année, vous devrez vendre vos actions à 1 centime par action, la valeur nominale. Si vous partez après, entre la première et la deuxième année, ce sera 20% des 20 euros que vous allez percevoir. Et donc, etc. Donc, entre la deuxième et troisième année, 70% de décote. Troisième, quatrième année, 60%. Et entre quatrième et cinquième année, 50% de décote. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait toujours ce caractère un peu, c'est un peu fort, mais un peu punitif, quoi. C'est-à-dire que vous quittez le bateau avant l'heure. Et encore une fois, c'est des départs fautifs. On n'est pas dans un départ de good liver auquel on va venir après, qui est indépendant de votre volonté. Et donc dans les clauses de bad liver, il faut aussi s'intéresser, alors au-delà du prix par action,
détermination du prix par action, c'est qui sont les bénéficiaires de la clause de bad liver. Qui est-ce qui va bénéficier du rachat des actions? Là aussi, il y a parfois une petite bataille entre les investisseurs et les fondateurs. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'essayer de pousser à ce que le premier rang soit au fondateur restant, parce que finalement, c'est lui qui reste dans la société, ou en tout cas, à minima, le fondateur restant, ou la société, pour qu'elle puisse redistribuer ses actions à une personne qui viendrait remplacer le fondateur partant. Et ensuite, à défaut, entre tous les associés, au prorata. Donc ça, il faut essayer de défendre un petit peu le point, parce que à partir du moment où plus vous allez être avancé au moment du départ, même la 3e année, c'est quand même valeur de marché des côtés de 70%, mais ça correspond quand même à un coût. Donc parfois, ne peut pas être supporté par les fondateurs, ou en tout cas de manière limitée. Et donc donner la main intégralement aux investisseurs, c'est-à-dire que ce soit uniquement les investisseurs, les bénéficiaires, vous allez vous retrouver dans une situation finalement de dilution qui peut être un peu catastrophique pour les prochains tours de financement, parce que quand vous allez aller négocier avec, pour la série B par exemple, on va regarder, on va dire en fait à 20% du capital, c'est pas beaucoup quoi, quand le reste est détenu par les investisseurs. Donc 2 éléments importants dans la clause de bad liver, la détermination du prix par action, pour lesquels il ne faut pas avoir peur d'être dur, et puis les bénéficiaires, où il faut s'assurer que les fondateurs ou la société est un premier rang pour l'acquisition des actions. C'est un peu dur ça en fait. En gros, juste pour prendre un peu de recul sur la logique, les good et bad liver, au-delà d'être punitifs ou autre, la logique générale, c'est de faire en sorte que le capital rémunère ceux qui participent à la création de valeur. Et donc, qui sont actifs d'une manière ou d'une autre dans la boîte, quoi. Et donc, à partir du moment où un fondateur s'en va, à la limite, pourquoi pas, c'est son choix de vie, c'est pas grave en soi. Néanmoins, il ne faut pas que ça empêche l'entreprise de réaliser son objet social. Et donc, il faut que, d'une manière ou d'une autre, on puisse récupérer une partie, j'en reviendrai là-dessus, de son equity pour pouvoir rémunérer, réincentiver des gens qui, demain, vont prendre sa place, plus ou moins, pour contribuer à l'évolution de la société, quoi. Et après, donc, nous, les 2 paramètres sur lesquels qui nous permettent de construire ces mécanismes de good et bad liver, c'est en 1, la part des actions qui doivent être proposées à la vente par le fondateur partant. Et donc ça, c'est effectivement entre 100% et 0%, ça décroît de plus en plus. Et le pourcentage de décote par rapport au prix de marché, quoi. Donc, disons qu'à T égale 0, si vous partez le lendemain du closing, vous allez vendre 100% de vos titres avec une décote de 100%. Et si vous partez souvent à T plus 4 ans, vous allez sans doute vendre uniquement 50 ou 75% de vos titres et décoter de peut-être 0 ou 10%, quoi. Ouais, c'est marrant parce que pareil, moi je suis pas. C'est peut-être les seuls trucs où pour une fois je suis pas d'accord avec vous et je suis plus dur sur un truc et un peu différent sur l'autre. En fait, c'est ce qu'on se dit depuis le début. Il faut revenir sur les principes logiques et sur finalement comment vous voyez la situation. Comme tu disais, finalement, la détention de capital sert à récompenser les personnes qui créent de la valeur. Donc, globalement, quand vous levez un tour, c'est pour la création future, mais vous pouvez aussi se dire que rationnellement, vous voulez aussi récompenser les gens qui ont créé de la valeur dans le passé, indépendamment du fait qu'ils puissent partir précocement par rapport un peu au deal qui était on est encore en début d'aventure, il y a encore beaucoup de vent. Et donc en fait, moi ce que je fais, c'est par défaut, moi je trouve que ce que je préfère, c'est plutôt dire en droit de rang 1, c'est plutôt la société, parce qu'en fait, s'il y a un départ de fondateur, en fait, ce qui va se passer, c'est que globalement, déjà, les entrepreneurs souvent peuvent pas racheter les titres, sauf si c'est un bad liver et que c'est nominal, mais on va écarter ce point technique. Si c'est un bad liver et c'est au nominal, et qu'ils pouvaient racheter, moi je préfère que ce soit la société qui rachète. Ce que ça implique, c'est que tout le monde est relué pro rata au départ des titres. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est généralement, en fait, quand vous êtes rentré, vous vous êtes dit toute la valeur, c'est dans cette équipe de fondateurs. En fait, finalement, si ça change un peu, ce qui va se passer en général, c'est que vous allez devoir embaucher des nouvelles personnes et les incentiver. Donc, en symétrique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une option pool, donc créer une pool de BSPCE pour embaucher des nouvelles personnes qui sont intéressées au capital. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas illogique que, en fait, tout le monde a été relué pro rata et ensuite tout le monde est dilué pro rata. Alors que si vous ne faites pas ça et si c'est l'entrepreneur qui rachète,
Moi, je trouve que c'est un tout petit peu injuste parce que finalement, ce qui se passe, c'est l'entrepreneur se relue, ensuite il y a un stock de poules et ensuite tout le monde se dilue. Donc en fait, l'investisseur a beaucoup plus souffert de cette situation que que l'entrepreneur. Donc moi, limite, pour le coup, je préfère que ça soit l'entreprise en rang 1. Et après, globalement, c'est aussi une discussion longue en arrière-plan qui est fondamentalement, c'est quoi une entreprise et à qui détient l'entreprise. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que dans notre écosystème, c'est tellement dépendant des gens qu'on a tendance à dire, et je l'ai dit moi-même, et je le pense en grande partie, c'est la boîte est aux entrepreneurs. En réalité, la boîte n'est pas aux entrepreneurs. En réalité, c'est juste que parce que l'entrepreneur nécessite tellement d'énergie et de talent et qu'elle est dépendante du fait que ce soit l'entrepreneur qui la tienne, mais en réalité, une boîte, c'est un système qui est détenu, qui est détenu en tout cas, dont des personnes ont des actions qui leur donnent des droits politiques et économiques, et elle est détenue par tout le monde. Et en fait, si on se regarde comme ça, pour moi, c'est logique aussi d'avoir plutôt l'entreprise en rang 1 de priorité, en rachat. Alors, sans rentrer dans les petites tambouilles de Bold, mais c'est très intéressant cette partie close deliver, parce qu'en interne, on n'a pas la même philosophie, on a des débats incessants là-dessus. Et en fait, tout dépend on s'est rendu compte de ça, tout dépend des événements. On n'est pas très loin sur la pratique, néanmoins, tout dépend de ce qu'on a vécu les uns les autres. C'est-à-dire que j'ai accompagné une boîte où je n'ai accompagné que des boîtes dans lesquelles les founders ont été tous des gens extrêmement loyaux, pas de difficultés, personne n'est parti si ce n'est dans le cadre de négo et un accord trouvé. Bah, je vais toujours me battre pour que les clauses de lever soient les plus favorables aux entrepreneurs, parce que je ne vois presque, je le vis presque comme une atteinte au fait que je sois entrepreneur. Et comme Elam, et je le reconnais, elle l'a vécu frontalement d'ailleurs, quand on vit la déloyauté d'un founder vis-à-vis d'autres fondateurs, hein, pas vis-à-vis de nous ou quoi, c'est pas la question, mais vis-à-vis d'autres fondateurs et vis-à-vis de la société, alors on a une posture dans la négo qui se resserre et qui tend vers... j'aurais une tendance à considérer que celui qui part prend par une main devant, une main derrière, pour qu'il n'y ait aucun risque que l'un d'entre les fondateurs ou cofondateurs ait envie de trahir en quoi que ce soit les autres fondateurs. Bref, il y a un panel pour discuter et d'autres personnes au cabinet en fait le négocient selon leur sensibilité et on a des débats vraiment constants là-dessus. C'est intéressant de parler de la clause de Livorno parce que comme j'ai dit, ça fait 10 ans maintenant ou un peu moins de 10 ans que j'ai pivoté. Quand j'ai débuté dans le private equity, les VC nous disaient, donc c'était des clauses de Livorno terrifiantes, et nous disaient, un fondateur s'en va, je subis un préjudice. En fait, les clauses de Livorno étaient vécues auparavant comme des clauses d'indemnisation. C'est comme si j'ai été, moi, investisseur, je n'aurais pas mis mon argent si j'avais su, et donc je l'ai mise, j'ai perdu de l'argent, et donc je dois être indemnisé. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce modèle-là. Aujourd'hui, en fait, et c'est pour ça que le débat de savoir si un founder partant, doit conserver ou pas conserver les actions, et qui est le bénéficiaire de la clause de Livorno, et c'est vraiment très important. Parce que en réalité, le principe est celui-ci. Un fondateur qui part nuit à la société, clairement. Il doit être remplacé la plupart du temps. Donc je suis plutôt d'avis aussi de considérer que la société doit être bénéficiaire en premier rang de la clause de Livorno. Mais au-delà de ça, en réalité, je commence à m'interroger moi sur le fait qu'il serait bon de laisser quelques actions au fondateur partant plutôt que de lui donner de l'argent pour pas l'inciter. Et en disant, voilà, si, alors que ton départ est intervenu, on arrive à retomber sur nos pieds, on arrive à continuer, on arrive à monter, on arrive à scaler et on arrive à lever en série B, eh bien, si tu as des actions, tu feras ta sortie, tu feras ton cash out, tu toucheras ton argent là-bas parce que finalement, tu seras payé de toute la valeur que tu auras créée pendant tout le temps que tu vas passer dans la société. Mais tu ne nous auras pas empêché de continuer à avancer. Si par contre, tu nous empêches de continuer à avancer, eh bien, tu auras zéro et tu conserveras tes actions qui n'auront qu'une valeur très résiduelle. Je me pose cette problématique, donc je rejoins quand même pas mal la vision proposée.
Et encore, toute petite précision, chez les VC, c'est exactement comme chez les avocats. En fait, tous les partners négocient différemment en général les pactes. Enfin, ça dépend des fonds, mais genre nous, typiquement, on n'a pas des pactes pareils selon qui la négocie. Donc effectivement, il y a aussi des philosophie par rapport à des histoires, par rapport à des expériences. Le second, c'est effectivement ce qui est très compliqué dans des clauses, c'est que c'est très rare d'avoir, en théorie des jeux, ce qu'on dirait une stratégie dominante, où c'est supérieur en tout point. C'est un peu, pour moi, ce que tu décris, c'est un peu une stratégie dominante, c'est-à-dire réussir à récompenser le passé sans être au détriment de la société quand il y a des événements de liver. Donc ça, typiquement, ce serait parfait. Mais souvent, on va faire un choix, soit en fait, on protège un peu plus les gens qui restent, soit on récompense un peu plus les gens qui partent. Et la fairness est très compliquée d'anticiper, et souvent, il y a des situations, il y a des cas limites, et donc c'est un peu des paris. Et franchement, la clause du liver, le truc vraiment à avoir en tête en tant qu'entrepreneur, c'est plus une clause pour vous que pour nous. Nous, typiquement, on est assez laid back côté liver, parce qu'en réalité, c'est aussi beaucoup un truc entre fondateurs. Et pour moi, c'est plus avec les avocats et avec nous, on vous dit voilà globalement les trade-offs potentiels sur le futur, qu'est-ce que vous récompensez comment. À vous de choisir maintenant ce que vous préférez faire en fonction de ce que vous pensez le plus important. Et dernier, et la récompense par le passé, en fait, dépend. Et c'est très dur d'avoir une règle générique, surtout parce que c'est dur d'avoir un truc, une stratégie dominante super en tout point. Et le second, c'est, moi, j'aime bien aussi récompenser un peu la valeur passée, parce que typiquement, je sais pas moi, si un fondateur qui part de son plein gré, mais c'est fautif parce qu'il est parti. Enfin, ça dépend d'ailleurs comment on le rédige, au passage. Ouais. Mais si le départ volontaire est considéré bad liver, imaginons, ou non, il serait good liver. Non, il serait good liver celui-là. Mais imaginons que le fondateur parte tôt. En fait, c'est pas déconnant si il a travaillé longtemps et que s'il s'est payé bien en dessous de ce que le marché aurait lui proposé à un moment où l'entreprise semble dans une trace de profitabilité. C'est logique de le récompenser pour toute la perte de chance, tout le coût d'opportunité qu'il a subi en créant sa boîte. C'est pour ça que moi je trouve que c'est pas mal de ne pas mettre 100% en nominal pour rejoindre ce que tu disais. Moi, j'avoue que je ne partage pas toujours tous les points que vous avez évoqués, mais c'est peut-être effectivement dû à l'expérience que j'ai eue là-dessus, notamment sur la cession de 100%. Ça peut justifier, dans certains cas, quand il y a vraiment une perte de confiance entre les fondateurs et que le fondateur partant a une capacité de nuisance dans la société. C'est pour ça que moi, j'incite souvent à mettre la cession de l'intégralité des actions. Alors peut-être qu'in fine, elle ne sera pas activée intégralement, mais au moins, c'est la possibilité de le sortir complètement. Parce qu'avoir quelqu'un qui finalement, avec qui on ne s'entend plus du tout, qui a, je ne sais pas moi, volé dans la caisse, je ne sais pas trop fait quoi, on veut pouvoir le sortir. En revanche, il y a d'autres cas où effectivement c'est une démission volontaire mais limite acceptée, c'est-à-dire un peu d'un commun accord. Voilà, il ne se reconnaît plus dans le projet. Là, effectivement, c'est moins choquant de laisser la possibilité d'avoir une part d'action. Donc c'est pour ça que c'est des sujets un peu complexes, parce qu'en fonction de la situation, finalement, l'activation de la clause de liver peut être différente. Donc éventuellement, on peut pousser la complexité de telle manière à ce que, en fonction des cas de départ, la clause de liver, c'est peut-être une solution, s'active de manière différente. Donc si c'est un cas de faute grave ou lourde, à ce moment-là, c'est l'intégralité. Si c'est une démission, mais qui n'est pas acceptée, c'est pas d'un commun accord, que c'est un peu voilà, le fondateur qui décide, un peu comme ce qui s'est passé dans mon cas de figure, de un petit peu prendre ce qu'il peut d'argent et partir, et finalement aller dire beaucoup de méchanceté de l'autre fondateur et un peu démonter la boîte. À ce moment-là, on a vraiment envie de le sortir complètement, qu'il n'ait plus une action dans la société. Donc voilà, donc c'est des sujets complexes, mais qu'il faut prendre le temps d'étudier. Et là aussi, dans le term sheet, surtout faire gaffe à clause de bad et good liver usuel. Ça ne veut rien dire. Usuel, ce qui est usuel pour nous, n'est pas forcément pour... Donc le usuel n'est pas du tout... faut pas se dire, ok, c'est usuel, donc ils vont nous sortir un truc hyper fair. Non, il vaut mieux le poser sur papier au stade du term sheet. Je me permets. Ce que vient de dire Elam est capital. On le voit de plus en plus, en fait, pour éviter de négocier en détail et se désaligner entre les VC ou certains VC et les entrepreneurs. Les VC vont, sur certaines clauses, marquer donc clause de liver usuelle ou clause de liquidation usuelle. Bon, ça n'arrive pas sur la clause de liquidation, mais en tous les cas, sur les clauses de liver, on le voit, clause de liver usuelle. On est très aligné avec, non, j'allais dire Marc et Willy, mais en réalité, on est très aligné, Elam et moi, et au cabinet, sur notre façon de négocier, sur notre vision de l'entrepreneuriat, sur notre vision du private equity. Et pourtant,
on a du mal à fixer ensemble ce qui est usuel. Donc vous imaginez, alors qu'on est main dans la main, qu'on combat ensemble, qu'on monte au front ensemble pour les entrepreneurs, c'est déjà compliqué entre nous. Enfin, compliqué, c'est déjà, on ne s'aligne pas, on n'arrive pas à voir exactement tout le temps quel est l'usage. Laisser une clause aussi vague dans un pacte d'associés n'a aucun sens et vous amènera à des frustrations et des négociations infinies, des négociations infinies au mieux, mais des frustrations en tous les cas réelles au stade du pacte d'associés si vous ne l'avez pas traité en détail dans la clause, dans le term sheet. Donc, au-delà de la clause de bad liver, qui est, on va dire, le point important, il y a aussi la clause de good liver. Cette fois-ci, c'est un départ, mais un peu indépendant de votre volonté, incapacité, ou bien vous avez été révoqué ou licencié, pas spécialement pour faute, mais simplement parce que vous ne faisiez plus l'affaire. À ce moment-là, en revanche, c'est un peu différent. Là, pour le coup, on récompense le passé. On peut prévoir l'intégralité des titres, mais cette fois-ci, ce sera à la valeur de marché, mais très légèrement décotée. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que ce soit sanctionnant. Ou alors, on peut avoir cette mécanique qu'expliquait tout à l'heure Marc et Mouni, à savoir qu'en fonction de la date de départ, quand vous êtes good liver, on pourrait très bien prévoir que vous allez céder qu'une partie de vos actions et que le reste, vous le conservez, et que si demain la société est revendue, vous allez quand même avoir votre part du gâteau du succès de la société. Donc voilà pour les clauses de liver. Donc on vous a un petit peu présenté les principales clauses du term sheet. Alors c'est pas exhaustif parce que en fait finalement on pourrait passer 4 heures ensemble à parler des différents points des term sheets, mais on a mis l'accent sur celles qui nous semblaient les plus importantes, ou en tout cas sur lesquelles il y a des vrais enjeux pour les entrepreneurs. On a aussi voulu mettre l'accent sur les clauses no-go, c'est-à-dire vous voyez ça, limite il faut partir en courant. Alors on les voit moins, mais elles existent encore, et donc ça amène un peu à avoir la philosophie de l'investisseur qui vous propose ce term sheet. Alors la première clause, ou en tout cas qui va de pair, il y en a deux qui vont de pair, c'est le droit de retrait et le droit de suite. Alors le droit de retrait, qu'est-ce que c'est ? C'est l'investisseur qui vous indique que si demain il ne partage plus la stratégie de la société, ou en cas de violation de votre part d'une de vos obligations du pacte, il peut décider de se retirer de la société. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous obligez, vous, fondateur, de lui racheter, vous ou la société, de lui racheter ses actions. Sauf que c'est un peu utopiste comme clause, parce qu'en tant que fondateur, souvent, vous n'avez pas 1 million d'euros sous la table à verser à votre investisseur. Et puis, même la société n'a pas forcément les fonds nécessaires pour rembourser l'investisseur. Surtout que souvent ces clauses sont assez larges, c'est-à-dire que c'est toute violation du pacte. Alors si un jour vous oubliez de soumettre une décision au board, alors je caricature, je grossis le trait vraiment pour... mais en tout cas ça peut être utilisé comme un moyen un peu de pression des investisseurs, de dire en fait soit tu fais ça, soit j'active le droit de retrait, et à ce moment-là il va falloir que tu me rachètes. Ayez conscience que un droit de retrait, si vous n'avez pas d'argent et que la société n'a pas d'argent, ça signifie tout simplement qu'on nous contraint de revendre la boîte parce que tout à coup on ne serait plus totalement aligné avec un investisseur. Donc imaginez une clause comme celle-là dès la série A, c'est assez monstrueux. Donc heureusement qu'on ne la voit pas beaucoup, mais à part parfois avec les corporate ventures, ces fonds d'investissement adossés à des groupes industriels qui ont parfois une stratégie de négociation un peu plus dure que les fonds d'investissement classiques, les VC classiques. Peut-être qu'on leur tape un peu trop dessus, mais parce qu'en tout cas, c'est du vécu. Donc, droit de retrait, souvent associé à un droit de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un droit de suite ? C'est qu'en plus, il vous dit, alors si demain, je m'en vais, donc je vous oblige à racheter mes actions, et que ces actions... Par exemple, dans 2 ans, vous allez vous-même les revendre parce que vous faites un exit, et ben, vous allez me verser un complément de prix. Voilà, comme ça, au moins, il y a la totale. Ils sont sûrs, ils ont ceinture, bretelles, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Là, je continue. Donc, vous imaginez le truc. Donc, je me suis désaligné avec vous, je ne partage plus la stratégie, je vous déteste, vous êtes un mauvais entrepreneur, vous êtes monstrueux. Donc, rachetez-moi. Et donc, on doit trouver l'argent, on le rachète, on arrive à sortir l'investisseur, ce qui est rare, mais on arrive à sortir l'investisseur, on le rachète. Et puis 2 ans plus tard, vous aviez raison, c'était tout à fait la bonne vision, ça a parfaitement marché, vous avez survalorisé la société, j'actionne mon droit de suite. Voilà, l'aberration est là. C'est pour ça qu'on dit quand vous voyez ces clauses-là, il faut un peu fuir.
Ou en tout cas, c'est vraiment un no-go. C'est même pas quelque chose qu'on peut négocier en disant on peut trouver un terrain d'entente. Il faut tout simplement les supprimer et être assez ferme là-dessus, parce que finalement, vous allez certes accepter de l'argent dans un premier temps, mais vous prenez quand même un gros risque dans un deuxième temps si finalement vous finissez par vous fâcher avec l'investisseur, ou en tout cas vous ne partagez plus tout à fait la même vision. Donc voilà pour les 2 premières clauses. Et ensuite, la dernière clause aussi qui est no-go, c'est ce qu'on appelle le pari passieux. Le pari passieux, qu'est-ce que c'est ? C'est une clause qui prévoit que moi, en tant qu'investisseur, donc j'investis aujourd'hui, mais vous me garantissez que demain, lorsque vous allez faire rentrer un nouveau fonds d'investissement, vous allez m'aligner sur les mêmes droits que ce nouvel investisseur, quand bien même je n'ai pas investi. Donc imaginez la frustration du prochain investisseur qui est très content de mettre 5 millions ou même 10 millions sur la table et qui se rend compte que votre investisseur qui lui en a mis que 500 000 aura exactement les mêmes droits que lui. Donc ça, pour le coup, ça peut être une clause qui peut bloquer vos prochains investissements. C'est-à-dire qu'un investisseur peut vous dire, mais en fait, moi, je n'investis pas dans ta société, tout simplement parce que je ne veux pas, alors même que je rentre sur une valorisation plus haute que les anciens, que ces derniers soient alignés sur mes droits. Donc là-dessus aussi, c'est vraiment un no-go. Ce qui peut éventuellement être accepté, c'est un pari passieux avec ce qu'on appelle un pay-to-play. C'est-à-dire que si l'investisseur du tour précédent participe lui-même au tour suivant, à ce moment-là, il est normal qu'il ait les mêmes droits, mais uniquement sur les actions qu'il a souscrites lors du prochain tour. À ce moment-là, ça s'entend. C'est assez classique. En revanche, un pari passieux général, c'est hors de question. Pour la blague, quand il m'a envoyé le doc, je ne savais pas ce qu'était un droit de retrait, donc effectivement, c'est pas, c'est pas super usuel. Hein. Juste pour un investisseur, un truc qui est important mais qui n'est pas trop discuté, c'est les DPS. C'est le fait que nous, notre détention, on a encore le droit demain de remettre à même hauteur de ce qu'on a mis en pourcentage à la détention, non fully diluted généralement. Et il y a juste sur le, je crois que c'est une sorte de droit de suite. En fait, je ne sais pas si c'est rédigé comme ça. Nous, on a vu quelques deals comme ça sur les deals qui sont très intensifs en capital, où il y a beaucoup de risques scientifiques ou de risques scientifiques, des trucs un peu stochastiques, des trucs qui sont durs à prévoir, qui sont pas liés juste à l'exécution, où il y a des sortes de droits de suite, où c'est des sortes de trenching. Et ça, pour le coup, on voit beaucoup de trenching. Moi, j'en revois beaucoup, alors que je trouve que ça avait un peu disparu. Le trenching, c'est dire, en fait, vous levez genre 30 millions, mais en fait, vous avez 10 millions de cash-in aujourd'hui. Et s'il y a un truc qui se passe demain, un événement déclencheur, les investisseurs ont une option ou un call pour mettre genre les 20 millions restants. Alors, c'est vraiment pas. Enfin, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est pas bien et vous devriez vous battre contre ça. Mais sur certaines boîtes, typiquement si c'est de la science, et genre c'est un truc un peu binaire, et avec les 10 premiers millions, vous pouvez savoir si la science marche ou pas, bah, c'est pas déconnant de se dire les 20 millions sont mis que si la science marche, typiquement, si on imagine ce genre de cas. Alors effectivement, il y a ça aussi, mais du coup, c'est pas vraiment un droit de suite. Là, c'est plutôt un investissement en plusieurs tranches conditionnées. Donc on va dire que voilà, c'est conditionné. À la limite, ouais, ce genre de clause, ça peut éventuellement se discuter, alors que le droit de suite, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, vous savez maintenant un petit peu tout sur comment négocier les principales clauses du term sheet. Là aussi, je me répète, vraiment, c'est pas exhaustif. Il y a encore plein de petits points, et d'ailleurs, tu en as abordé un très rapidement, le DPS, le droit anti-dilution des investisseurs. Voilà, il y a plein d'autres petits points, mais qui sont, on va dire, j'allais dire moins essentiels, mais c'est pas vrai. Mais en tout cas, voilà, on n'avait qu'1 heure de temps, donc il fallait vraiment essayer de se concentrer sur les éléments principaux. Donc voilà, avec tout ça, vous êtes prêt à négocier votre term sheet. Alors je sais pas, on va peut-être, si vous avez des questions, faire passer le micro. Voilà. Alors déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai des questions. Vous avez parlé au début, vous avez donné un exemple d'une entreprise avec une augmentation de capital. Vous parliez de 20-25% de parts qu'on vendait. En fait, est-ce que ça, c'est réellement ce qui se passe, ou est-ce que dans la pratique, le fonds d'investissement prend 20%, mais en plus émet des options voilà, donc déjà, c'était ma première question. Ensuite, est-ce que l'apport des fonds se fait seulement sous forme d'apport en capital, ou est-ce que aussi ça se fait sous forme d'apport en compte courant d'associés aussi, voilà, quand il y a des investissements qui doivent être réalisés, quand on descend en dessous de la moitié du capital social, il y a des déclarations à faire, il y a des contraintes. Donc, quelle forme est-ce que ça prend pour que ça puisse se faire? Donc ta première question, c'est est-ce que c'est vraiment entre 20 et 25% de capital, et comment ça marche après avec les actions? Je pense que sur les premiers tours, je dirais entre 0 et 1 million, 1,5 million, 25%, c'est peut-être un max. C'est plutôt autour de 20%, voire moins.
Et après, effectivement, en série A, quand on lève au-dessus de 2-3 millions, là, c'est toujours au moins 20%, et ça peut même arriver à 26-27% sur des gros tours, quoi. Et après, sur les actions, nous, ce qu'on fait toujours, c'est réémettre des actions post-investissement. Donc, comme disait Willy, qui vont venir diluer tout le monde, parce que tout le monde sera récompensé par cette création de valeur additionnelle, puisqu'on va confier ces stocks à un nouvel employé ou autre. Et généralement, on émet entre 5 et 7%, nous, du capital. Ce qui est peut-être pas beaucoup. Ouais. Juste pour compléter ta réponse, peut-être qu'aussi la question c'était de savoir est-ce que les investisseurs ont une mécanique de réduction, c'est-à-dire investissent et par ailleurs ont des BSA. Alors ça c'est des mécaniques qu'on peut voir parfois, c'est ce qu'on appelle le BSA ratchet. Donc parfois les investisseurs vont investir, ils vont demander à avoir en plus de leurs actions des BSA ratchet adossés. Ces BSA ratchet en fait servent dans l'hypothèse où vous allez faire un nouveau tour de financement à une valorisation inférieure à la valorisation à laquelle ils sont entrés. Ils ont la possibilité d'avoir des nouvelles actions supplémentaires pour finalement se retrouver plus ou moins dans la même situation que s'ils étaient entrés à cette nouvelle valorisation qui est inférieure à la leur. Donc ça arrive. Alors ça dépend en série A, effectivement, on le voit, le BSA ratchet, on essaie de le limiter dans le temps. L'idée c'est surtout de ne pas se retrouver avec un BSA ratchet qui dure 5 ans, parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on peut garantir une valorisation sur 12 mois, 18 mois. Donc le BSA ratchet, on le limite à 18 mois souvent. Et juste un point général, je pense qu'on n'a pas évoqué et qui est assez important, c'est que globalement, la dilution, le driver principal, c'est la compétitivité du deal. Est-ce que vous avez plusieurs offres? Est-ce que vous pouvez mettre des investisseurs en compétition? Plus vous en avez, plus la dilution sera faible, et plus la valeur sera haute, selon à quel point vous voulez plutôt limiter la dilution, ou vous voulez plutôt maximiser le cash qui rentre dans la boîte. C'est beaucoup une anticipation de ce que la boîte aura besoin, des conditions macroéconomiques. Est-ce que vous arrivez à relever facilement? Est-ce que votre roadmap est très risqué aujourd'hui versus demain? Toutes ces considérations rentrent en compte. C'est clair, ça? Ouais. Et par exemple, en fait, il y a des cas atypiques. Typiquement, si vous avez la capacité de... En fait, ce qu'on voit, et c'est lié au ratchet aussi, c'est si vous faites une série A, plutôt, les séries A ont grossi. Hein. Enfin, aujourd'hui, on voit des séries A entre 5 et 15 millions, on va dire. Surtout sur les boîtes qui peuvent s'intervenir très vite et qui peuvent accéder globalement à des investisseurs anglo-saxons. Et en fait, ce que vous voyez, c'est si vous faites vraiment des levées de fonds énormes par rapport à où en est la boîte, finalement, en fait, l'investisseur il paye un peu un goodwill de l'exécution future. Donc finalement, là, vous serez plutôt sur des dilutions qui seront plutôt vers les 30%. Mais parce que vous considérez que c'est le bon moment aujourd'hui pour sécuriser tout ce cash, parce que vous en avez besoin, parce que demain, ce sera plus de relever des fonds, parce que globalement, vous avez envie de lever plus à un moment précoce. Et soit vous augmentez la dilution, soit vous réussissez à négocier un truc où vous restez sur une dilution genre dans les 25 à peu près, je parle sur des séries A. Mais dans ce cas-là, c'est pas unfair dans ce cas-là d'imaginer des mécanismes de ratchet en disant mec, je suis prêt à payer un prix assez fort aujourd'hui parce que je considère que tu vas réussir à exécuter. Par contre, si vraiment tu te foires demain et que ça marche pas, vu que j'ai payé le prix fort aujourd'hui pour un truc que tu n'as pas encore exécuté, bah là le ratchet, on peut commencer à dire honnêtement c'est pas génial, hein, mais s'il y a pour moi, c'est le seul rationnel Et après, on ne rentre pas dans la technique, mais des ratchets, il y a beaucoup de formules de calcul et il faut regarder comment il est calculé. Hein. Des ratchets, la discussion se fait souvent en série A. La plupart des séries A, nous, qu'on fait, n'ont pas de ratchet. Mais nous, on arrive juste avant Willy, en fait, donc on ne met pas de ratchet. Non, mais j'en vois souvent quand même. Mais tu dis que tu arrives avant, tu arrives à peu près au même moment ou avant Willy, et donc tu es avec un entrepreneur, on n'a pas de ratchet quand tu es rentré. Willy arrive, alors c'est pas Willy parce qu'en général Daphne ne demande pas, mais Willy arrive et demande ratchet, c'est quoi ta position On va pas avoir une position très dure, quoi. C'est pas unfair de le demander de la part d'un VC qui est plus VC série A ou série B. Et c'est rarement des cas. Enfin, c'est pas des cas qui sont très structurants pour la boîte. Vaut mieux qu'on se batte sur de la gouvernance, sur le carve-out, sur good bad liver. Ça, c'est vraiment les sujets pour lesquels faut pas se rater. Et après, c'est clause, ratchet. On choisit un peu nos batailles, quoi. C'est pas illégitime de la part des VC later stage et c'est pas non plus très clé pour le bon déroulement des choses, quoi. La deuxième question, du coup, c'était est-ce que l'augmentation de capital pouvait se faire par compte courant d'associés? Alors, souvent, l'augmentation de capital, c'est de l'injection en cash. Donc, la levée de fonds va se faire via une injection en cash, mais également,
si c'est souhaité, par compensation de créances. C'est-à-dire l'hypothèse où tu as un investisseur qui est déjà au capital, qui, avant la série A décidé de donner un coup de pouce, a mis 500 000 euros parce que tu en avais besoin. Donc 500 000 euros mis en compte courant d'associé, mais ces 500 000 euros ont vocation à être convertis lors du tour. Donc à ce moment-là, lorsque tu vas faire ta levée de fonds série A, ce sera donc 2 millions, mais 2 millions, peut-être 2 500 000, parce qu'il y aura 500 000 qui correspondront à de la compensation de créances de compte courant d'associé. Mais c'est des cas, pour le coup, c'est uniquement si l'investisseur était déjà au capital. C'est exactement ça, en fait. Ce sont des cas atypiques et les VC ne rentrent pas en mettant une part au capital et une part en compte courant. Je pense l'avoir jamais vu. En fait, ce qu'on va voir, c'est que le VC va rentrer en augmentation de capital, il va avoir son equity, et puis j'envisage de faire un nouveau tour. Et plutôt que d'y aller assez faible, je projette d'y aller dans 12 mois. Et pour tenir ces 12 mois, j'ai besoin d'un peu de cash. À ce moment-là, je peux me rapprocher du VC qui va, sans faire un apport en compte courant, mais peut-être qu'à ce moment-là, il peut y avoir une sorte d'appel apport en compte courant, on va ou émettre des obligations convertibles, en tous les cas une mécanique qui va nous permettre de faire un bridge très rapide sans faire l'augmentation de capital, sans poser la problématique de la nouvelle valorisation. Et le VC, ou en tous les cas l'investisseur qui nous donnera cet argent pour faire ce bridge, en fait, renverra à la valorisation future, donc dans 12 mois, au moment où on fera cette série B ou cette nouvelle série, pour convertir ces obligations ou l'apport en compte courant qu'il aurait pu faire. C'est le seul cadre où je vois un apport en compte courant de la part des investisseurs. Oui, plutôt par obligation, par BSAR, par toute mécanique qui diffère la valorisation, en fait, et qui assure un rendement, une rentabilité ou un discount pour celui qui va prêter cet argent ou apporter cet argent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci pour cette présentation très claire. Est-ce que vous auriez des recommandations basées sur votre expérience pour les spécificités des projets de deep tech, donc d'innovation radicale? Est-ce qu'il y a des clauses particulières, des points de vigilance, des adaptations, des clauses éventuellement supplémentaires? Quels sont vos recos et votre expérience? Alors, je vais distinguer deux trucs. Je vais distinguer les projets de deep tech où il y a beaucoup d'aléas scientifiques. Et c'est ce que je disais, souvent dans ces types de deals, tu peux voir plus facilement du trenching, où typiquement il y a un événement conditionnel qui est atteindre une découverte, atteindre un résultat, globalement un résultat clinique ou n'importe quel résultat. Et un autre il y a une sorte de corrélation, soit en deep tech, c'est quand même assez capital intensif. Et donc là, c'est plus, en fait, il faut vraiment particulièrement faire attention aux conditions de résolution, aux capacités à attirer des gens de bonne manière. Et souvent, quand c'est capital intensive, les VC aiment bien faire des ratchets parce qu'ils peuvent mettre beaucoup de cash en jeu. Et si tu as des tours qui vont sur des prix plus bas ensuite, eux, ils peuvent finalement avoir vraiment des returns très dégradés. Mais ça implique que ça peut être très très dilutif pour des entrepreneurs. S'il y a beaucoup de cash, c'est-à-dire que vous diluez beaucoup en général. Et donc si en plus il y a du ratchet, c'est-à-dire que vous diluez monstrueusement. Donc ça implique de faire très attention au calcul de ratchet quand il y a des ratchets dans ces cas-là. Et après, ouais. Juste compenser. On peut envisager, donc le ratchet, moi aussi je le vois dans ce cadre-là, mais il y a aussi le pendant du ratchet, plutôt de l'autre côté. Il y a la possibilité d'avoir si la dilution est plus forte, et en deep tech on le voit en fait, d'avoir la possibilité de mettre en place des mécaniques de relution pour les founders dans l'hypothèse où on atteint certaines métriques. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et le corollaire de ça, c'est s'il y a des BSPCE sur résultat, il faut faire attention aux droits politiques, parce que là, le fondateur commence à se diluer en droits politiques. Et dans ce cas-là, il faut faire vachement gaffe au pourcentage sur les drags, sur les décisions stratégiques, sur ce genre de trucs, parce que là, pour le coup, le trade-off semble relativement net, parce qu'on est confiant sur le fait qu'on va avoir des résultats, mais en fait, on perd les droits politiques. Et l'autre pendant de la deep tech, c'est... certains investisseurs en deep tech, en général, le marché est beaucoup plus dur qu'en tech, en termes de négo et en termes de pratique de marché. Genre, je pense à tout ce qui est life science, c'est full, les term sheets, comme elles sont beaucoup plus dures qu'en tech, en termes de valo, en termes de conditions. Dans ce cas-là, c'est juste plus aussi une question de people, en disant faut juste faire gaffe en termes de board, à ce que la personne technique soit bien incentivée pour qu'elle puisse rester, ou que les personnes ne veuillent pas commencer à se dire je peux le remplacer par un autre mec, parce que la tech, finalement, deux data scientists sont pareils. Tiens.
Oui, juste pour revenir sur le compte courant, en fait, vous avez dit que le compte courant n'était pas rémunéré, mais en fait, il peut l'être. Oui, bien sûr, on peut effectivement rémunérer un compte courant de quelques points, mais c'est pas notre mandat. En tant qu'investisseur, on doit prendre des risques et on doit rémunérer cet argent avec potentiellement une bonne partie de l'upside, si ça se passe bien. Or, si la boîte cartonne, le compte courant ne me rendra que 5-7% d'intérêt, ce qui n'est pas du tout à la hauteur et ce qui ne fait pas du tout marcher mon équation économique, quoi. Alors, bon, j'en ai plusieurs, mais je vais résumer. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de valorisation successful voilà, qui s'est bien passé? Est-ce que en termes de chiffre d'affaires, il y a des est-ce que vous pouvez donner un exemple chiffré sur une valorisation qui s'est bien passée, enfin qui a atteint ses objectifs? Pour vous donner quand même quelques référentiels, effectivement la valorisation elle se fait un peu au doigt mouillé. Après il y a quand même quelques faisceaux qui nous aident à déterminer la valorisation. En premier lieu, il y a le montant levé. Ça va quand même être un premier proxy de la valorisation, vu qu'en faisant x4 ou x5, tu as globalement la valorisation post-investissement. On peut aussi regarder quand même des multiples, même si ça peut être un peu arbitraire sur des stades de maturité très jeunes des entreprises. Et globalement, pour vous donner 2-3 benchmarks sur des modèles SaaS qui ont des bonnes vélocités, moi je peux rentrer entre x15 et x40 le chiffre d'affaires annualisé. x40 étant vraiment beaucoup. Si vous arrivez à nous choper ça, vous nous avez saigné, quoi. Je pense que c'est des entrepreneurs qui vont voir la vidéo et qui se diront, ah ben en fait je l'ai saigné en fait. Moi, j'ai noté, moi. Ça c'est pour les SaaS et ouais, c'est clair. Et sur les marketplaces, donc c'est plutôt des multiples de volume d'affaires. Et sur des boîtes jeunes, tu peux être entre x2 et x4 maximum, je trouve, le volume d'affaires annualisé. Le volume d'affaires, c'est si tu prends une commission sur toutes tes transactions qui viennent sur ta plateforme. La commission, c'est ton chiffre d'affaires, et le volume d'affaires, c'est l'argent qui transite sur la plateforme, qui est souvent donc, 5 ou 10 fois supérieur, quoi. En gros, ce qu'on dit souvent, c'est voilà, tu fais 80 000 euros de MRR, ça fait 1 million d'ARR, de chiffre d'affaires annualisé, 80 x 12, et 1 million de ARR, selon ton business, tu peux l'acheter entre, nous en tant que VC, on peut rentrer entre x12 et là ce sera moins que x40 parce que ça commence à être une bonne boîte, c'est plutôt x12 et x30 je pense. x30 c'est beaucoup, x12 c'est un bon deal pour le VC je pense, et la réalité est souvent entre les deux. Donc ta boîte sera valorisée entre 12 et 30 millions. Donc tu peux lever entre 3 et 10 millions. Et donc juste pourquoi il a réagi comme ça quand tu as dit sur une valeur de 10 millions, c'est que tu pars plutôt de combien je peux lever. Et en fait, ça c'est la grosse inconnue. En général, tu fais un range, tu te dis je vais lever entre 2 et 4 millions parce que j'arrive à faire des plans où ça marche en termes de recrutement et en termes de développement. Et donc ça te donne en conséquence la valo, parce qu'en gros tu sais que 2 millions va te diluer de 25%, donc tu en déduis la valo. D'où le x4, x5. Entre pré et post, tu vois, si tu lèves 2 millions, tu es à 6 millions de valorisation pré-monnaie. La valorisation post-monnaie, c'est pré-monnaie plus post-monnaie, donc c'est 2 plus 6. Donc tu fais 2 sur 8, donc ça fait un quart, donc ça fait 25% de dilution. Donc si tu as levé 2 millions, tu vas être à 6 millions de valorisation pré-monnaie et donc 8 en post. Donc ça, c'est un exemple. Et donc après, pour déterminer les montants, si tu es dans des modèles qui sont non comparables, car très innovants, c'est que dynamique de marché. Est-ce qu'il y a beaucoup de liquidité? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir? Et globalement, c'est complètement rationnel. C'est est-ce que tu es un bon storyteller? Est-ce que tu arrives à montrer que tu vas faire un truc massif si tu as ce cash maintenant pour continuer? Et après, plus tu vas te rapprocher de modèles traditionnels où les VC auront beaucoup de comparables, ils pourront comparer à la fois sur des projections. Là, c'est pure théorie financière, c'est tu vas regarder les comparables de sortie et ils vont être beaucoup plus faibles. Genre sur le SaaS, tu dois être à 8 maintenant et tu peux descendre beaucoup plus bas quand tu arrives sur des trucs boursiers. Pourquoi tu as 8? C'est parce que si tu es beaucoup plus rentable et tu as beaucoup moins de croissance, là en fait ce que tu payes beaucoup, c'est pour ça qu'il parlait de vélocité, c'est que tu payes la croissance. C'est pour ça que dans les multiples aussi boursiers, tu as
as le multiple du revenu, mais tu peux aussi tu peux aussi le faire varier selon la croissance de la boîte. Et donc, tu as ce ratio que tu vas regarder et ça peut bouger beaucoup. Et après, selon les modèles, effectivement, bah, Marc t'a donné les grandes lignes. Après, ça va dépendre du taux de marge brute ou du taux de commission que tu vas faire. Si tu fais x40 en marketplace alors que tu prends 5%, t'es un négociateur, j'aimerais t'avoir à mes côtés pour négocier. Si tu prends 30% de commission sur un truc à forte croissance où les paiements moyens sont élevés, effectivement, tu vas réussir à avoir beaucoup, surtout si plusieurs VC en veulent, quoi. Je sais pas si je suis très clair. Ah non, dernier point encore. Et là, je vous jure, et après j'arrête. C'est en termes d'approche de la négociation, il y a un truc qui est vraiment insupportable chez les VC aussi, mais aussi chez les entrepreneurs qui sont mal conseillés. C'est il faut vraiment se dire, votre négociation, c'est un point d'équilibre pour être juste des deux côtés sur un deal global. Et en fait, l'approche un peu typique quand vous êtes mal conseillé, c'est d'être séquencé. Et donc de dire, je négocie cette clause, ok, ça c'est fait. Maintenant, je négocie cette clause, ok, ça c'est fait. Maintenant, et non, en fait, non. En fait, vous lâchez, vous faites des compromis sur vous, il y a des trucs qui vous importent et vous êtes prêt à lâcher d'autres trucs qui vous importent moins, et vice-versa sur le VC. Donc ce qui est important à comprendre pour vous, c'est aussi quelles sont les clauses qui sont vraiment importantes sur le VC, sur lesquelles il ne lâchera pas, qui vous permettra de le faire lâcher sur les trucs sur lesquels vous sont plus importants pour vous. Mais un entrepreneur, quand tu as une discussion de ouf et que tu as fait ok, je te fais un compromis, je te lâche ça, et qui dit ah ben maintenant on va repasser sur l'autre, tu fais t'es sérieux? Et vice-versa sur le VC. Enfin. Merci à tous, je pense qu'on a terminé. Merci d'avoir été présents. Et puis, bon, il fait un petit peu chaud, donc vous pouvez aller boire un peu de jus d'orange au fond de la salle. Merci à Marc et Élie.